Salut mon JC. Salut mon Jay. Yeah, fait que on est là pour notre deuxième saison. Yes, Déjà 8 épisodes de fête, donc notre 9e épisode de Ouais. ce beau projet de podcast qu'on a parti l'année passée. Ouais. Puis non, c'est cette année. Ouais. Ouais, Ça file comme l'année passée, par ouais. exemple. C'est vrai que ça fait, tu sais, j'ai vraiment l'impression que ça fait comme 1 an qu'on n'a pas tourné alors que ça fait juste comme une saison Ouais. Ça fait... estivale. Ben, il y a eu C'est parce qu'on a filmé plusieurs épisodes en fil, dans une courte période de temps. Exact. Puis là, il y a eu quelques mois, fait qu'on a l'impression que ça fait très longtemps, mais finalement, ça Exact. fait pas si longtemps que Ça, ça. c'est là. tout l'envers du décor des podcasts. OK. C'est pas mal de même pour pas mal d'autres aussi. Là. Puis, tu sais, on a quand même des horaires qui sont assez atypiques aussi. C'est déjà Ouais. difficile de trouver un moment que nous deux, on peut rajouter des invités là-dedans aussi. C'est quand même pas évident non plus. Là. Fait que... Ouais, puis c'est clairement plus facile pour nous de cibler des périodes plus tranquilles Exact. pour en filmer quelques-uns, puis après ça, publier tranquillement, parce que Exactement. sinon, Ouais. on se ramassera ensemble toutes les semaines. Non, c'est ça exactement. Ouais. Puis ça serait quand même difficile à réaliser. Ouais, vraiment. Mais de cette première saison-là, tu trouves-tu que, parce que dans notre premier épisode, on a parlé un peu de qui on était, puis on a parlé aussi de ce qu'on voulait faire un peu avec ce podcast-là, tu trouves-tu qu'on est arrivé pas mal à notre but, ben, à ton but, à toi aussi, là, tu sais, on était pas mal alignés les deux ensemble, là, mais quand même, est-ce que tu trouves que tu as fait ce que tu voulais faire avec ce podcast-là? Mais je pense que oui. Déjà, à la base, c'était le fun. Fait que Ouais. ça, tu sais, ça nous permettait, nous aussi, de discuter sur des sujets qu'on a à cœur puis qu'on trouve intéressants. Ouais. Puis la deuxième portion avec les 4 invités, je trouvais ça trippant parce que moi, j'apprenais une tonne de trucs sur les 4 personnes qui sont passées au studio. Puis je pense que les gens qui ont écouté les épisodes aussi ont pu apprendre en fait plein de choses sur des nouveaux photographes. Fait que comme dans ma tête, c'était win-win pour tout le monde. Puis c'était super trippant à faire. Là. Ouais. Toi? Ouais, c'était super. Ben oui, tu sais, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, comme tu dis, avoir du plaisir aussi là-dedans. Ouais. Je me rappelle, tu sais, qu'on avait parlé aussi qu'on se connaissait, mais qu'on se connaissait pas tant que ça aussi. Fait que, tu sais, on a quand même évolué pas mal là-dedans aussi. Je connais un peu plus au niveau de ta démarche, au niveau de ton expérience aussi. Puis comme tu le dis, tu sais, moi, j'ai trouvé ça super intéressant de parler un peu de l'envers du décor, de la photo, mais je pense que j'ai eu quand même aussi une préférence pour découvrir la personnalité puis le travail aussi de d'autres photographes. J'ai vraiment bien aimé ça. Je pense quand même aussi que c'est des épisodes qui ont quand même bien fonctionné aussi. Il y a beaucoup de monde qui nous ont fait part, que ça les intéressait puis qui trouvaient ça intéressant. Ben, ça les intéressait de connaître d'autres photographes aussi que nécessairement ils ne connaissaient peut-être pas avant aussi. Là. Ouais. Fait que ça, puis tu sais, il y a tout l'aspect aussi justement du retour du public que j'ai quand même trouvé intéressant aussi. Là. C'était le fun de voir que ça intéressait les gens aussi, qu'on ne faisait pas ça pour rien non plus. Mm-hmm. Puis de voir qu'il y avait autant de monde qui s'intéressait aussi au monde de la photo, du milieu un peu plus affaires aussi de la photo, puis du travail des photographes, puis tout ce qui se cache en arrière de la photographie. Là. Je trouvais ça super intéressant de voir que ça intéressait les gens. Puis c'est un peu un gamble qu'on fait quand on est parti ça. Là. On n'était pas trop sûr aussi que si il y avait de l'intérêt pour ça. Puis là, si on est là aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'il y en a un. Là. Ben oui, je pense que on ne peut pas évaluer non plus en nombre, on en a déjà parlé, mais on ne peut pas évaluer en nombre de visionnements ou en nombre d'écoutes ou en statistiques. C'est plus, est-ce que les gens qui l'ont écouté ont apprécié? Si oui, ben nous, c'est mission accomplie. Ouais. C'est le fun. Puis d'autant plus que, comme on en discutait, nous, on a du plaisir à le faire. Fait que ça vaut la peine de se lancer dans une saison 2, je pense. Exact. Oui, non, exact. Puis là, en plus, pour notre saison 2, ça, c'est pas prévu parce que je t'en ai pas parlé, mais je voulais quand même qu'on parle. On n'est pas dans mon studio que j'ai monté à la maison, on est dans ta boutique. Mm-hmm. Tu viens juste de faire un agrandissement de ta boutique, puis là, on est là présentement. Je voulais quand même te dire félicitations pour ça, parce que c'est vraiment, tu sais, autant que dans ce podcast-là, on va justement, on va dans un territoire qui était pas trop exploré dans le monde de la photo au Québec, de s'ouvrir une boutique, puis de parler de photos, puis d'avoir pignon sur rue. Mm-hmm. Un petit shout-out là-dessus. Ça nous fait un super de beau décor faire nos épisodes. Je suis super content, en tout cas. Félicitations là-dessus. Merci, c'est vraiment smart. C'est vrai que c'est une surprise, on n'avait pas parlé de ça, mais oui, je suis vraiment content de ce que ça donne. Ça aussi, je suis content de la réponse des gens. C'est un peu un move que moi, j'avais envie de faire. Puis là, c'est fait. Je suis installé pour de bon, puis ça fonctionne bien. Fait que je suis super content exact. de ce que ça donne. À donne. travers nos questions dans le Q&A qu'on va présenter aujourd'hui, puis à travers certains autres sujets aussi,
Je pense que avec tous les médias sociaux et tout ça, on a de la misère à aller chercher ce contact humain-là, Ouais. cette proximité-là, ou cet échange-là avec les autres, avec les personnes qui vont consommer cette photographie-là, qui vont consommer, pas consumer. mais bref, je trouve qu'une boutique comme ça, c'est super. Puis je pense qu'avec le podcast aussi, on va atteindre ça aussi, ou on l'a déjà atteint. Oui, tout à fait. C'est le contact humain, comme tu dis, je pense que c'est le gros plus d'un balado comme ça, d'une boutique physique, d'avoir un face-à-face avec les gens qui regardent nos photos depuis des années, finalement. Exact. Ben, pour eux, à la fois avec le podcast, puis les épisodes qu'on sort, puis tous les autres aspects, mais ça leur permet d'en découvrir un peu plus sur nous, puis d'autres invités. Exact. Fait que sans plus tarder, on se lance dans notre premier épisode. Ouais. Q&A, on a pris les questions du public. Et dans le fond, on a quand même regroupé un peu. Là, il y avait certaines questions qui soit se ressemblaient ou qui étaient les mêmes. Là, donc, on a comme mixé ça ensemble pour faire un sujet commun quand même à ça. Bon, on a reçu quand même pas mal de questions. Super intéressant. Très varié aussi. C'est un des moments que j'aimais beaucoup de nos lives, quand on répondait justement aux questions des gens qui soit nous avaient posées à l'avance ou directement sur le live. Là. Je pense que ça va être super intéressant. Vraiment. Puis avant que je parte avec la première question, le topo ou le plan pour la saison 2, ça va être encore une fois 4 épisodes de moi et toi. C'est vrai. Qui allons discuter de 4 sujets différents, dont le premier épisode de questions-réponses. Puis après ça, on va avoir 4 autres invités. Ouais. Puis 8 épisodes pour la saison 2 aussi. Fait que pareil comme la saison 1. Ça a bien fonctionné. Ben oui, exact. Cool. Fait que question 1. Puis pour vous dire rapidement, là, j'ai divisé les questions en 4 grandes catégories de terrain, équipement, un peu plus le volet affaires. Puis à la fin, je termine ça avec des questions plus sur notre vision. Puis notre plan à long terme. Top. Question 1 vient de à la fois Grégory et Eric. Comment trouver de nouveaux spots propices à des rencontres? Est-ce que du bouche à oreille avec d'autres photographes ou des amis qui mentionnent avoir eu des rencontres ou c'est de la pure recherche et de l'autonomie? Puis il ajoute un petit point qui est quand même intéressant. Il a suivi une fois un post pour apercevoir une petite nictale. Puis la personne mentionne en fait qu'elle a détesté son expérience tellement il y avait un attroupement puis tellement de monde. Fait que, comment on fait pour trouver des spots? Ben, il y avait, pour la fin de la question qui parlait de l'attroupement de la nictale aussi, là, on avait une question à propos de eBird, entre autres aussi, là, qui était un enjeu de ça. Comment trouver des spots? Ben, c'est sûr que c'est un peu difficile de juste comme partir puis de trouver un spot. T'sais, ça prend quand même un certain bagage de connaissances aussi. Là. Fait que, moi, personnellement, je sais un peu dans quel type d'environnement je vais pouvoir trouver tel ou tel animal. Fait que, mettons, si je cherche de l'orignal ou peu importe, ben, je vais pouvoir me fier, mettons, à Google Maps pour aller chercher avec les vues satellites des coins qui vont avoir des lieux, ben, mettons, un biotope qui est propice à la présence de l'orignal, qui va avoir un couvert forestier, il va avoir des zones plus ouvertes pour de la nourriture, des plans d'eau et tout ça. Donc, c'est sûr que ça part à la base d'une connaissance de l'animal. Puis après ça, ben, c'est sûr que il n'y a rien qui va remplacer le temps qu'on passe sur le terrain. Là. Fait que c'est de trouver beaucoup, d'aller sur le terrain puis d'explorer beaucoup de secteurs. C'est sûr que les observations de d'autres, ou même des observations qu'on fait par pur hasard. Là, je pense rapidement à une famille de renards que j'ai photographiée près de chez moi. Puis en fait, je roulais en voiture, puis j'ai vu un renard pendant que je roulais, puis j'étais pas du tout en mode photo. Puis, mais c'est sûr que ça peut être, oui, des références de d'autres photographes ou juste des fois des références de d'autres personnes qui vont nous mettre sur la piste de. Ouais. Qui vont comme mettre, OK, dans ce secteur-là, ça pourrait être propice. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je vais fonctionner souvent. C'est sûr que, ça peut arriver aussi que j'ai des contacts qui vont me dire « Hey, OK, j'ai trouvé une chouette ou un hibou ou un renard, ou peu importe. » Ça peut arriver aussi. C'est sûr que, c'est pas la même expérience aussi, puis il en parlait dans sa question aussi, là, de photographier dans des coins qui sont plus achalandés, que les gens vont partager entre eux. C'est pas la même expérience de nature. Puis après ça, tu as tout le temps une espèce de dilemme entre est-ce que je veux photographier un animal ou je veux vivre une expérience en nature. Puis ben, après ça, c'est un peu c'est ça. On a des choix à faire aussi là-dedans. Puis je pense que des fois, en parlant d'attroupement, ce que les gens oublient aussi, c'est que des fois, on a un impact, même si on n'a pas l'impression d'avoir un impact sur l'animal. Ouais. Puis ben, après ça, est-ce qu'on veut avoir une expérience en nature? Est-ce qu'on veut faire une photo? Puis est-ce qu'on veut avoir un impact négatif sur l'animal? Mm-hmm.
il y a tout ça à prendre en compte après ça pour ce type d'expérience-là. Mais c'est ça. C'est pas toujours facile. Je dirais pas que c'est un choix qui est si évident que ça, mettons. C'est ça. Toi, tu penses quoi un peu de ces... Ben, tu sais, parce qu'il y a comme deux volets quand même là-dessus. Là. Il y a le fait de trouver les spots, puis tout l'aspect de l'expérience que cette personne-là a eue avec, avec l'animal. Moi, c'est sûr que, d'abord et avant tout, je trouve que la recherche de spots, c'est 75% de la job qu'on a à faire, honnêtement. Le plus long en tout temps, pour moi, c'est de trouver des endroits propices pour observer les animaux. C'est ça qui est le plus tough. Puis le repérage, c'est la majeure partie de mon temps que je passe dehors, honnêtement. Ouais. D'abord, moi, j'essaie de le faire l'hiver le plus souvent possible pour la recherche d'endroits parce qu'on voit des traces. Fait que c'est 10 fois plus facile de trouver une tanière de renard, de trouver un endroit où il y a des lynx, de trouver même d'autres animaux avec les traces qu'on voit sur le sol. C'est vraiment, vraiment plus facile. Fait que des fois, moi, ça va carrément partir d'une marche dans une forêt que j'ai trouvée sur Google Maps. Puis des fois, ça fonctionne, ça devient super riche, un peu comme l'endroit où j'ai mis une petite caméra de chasse où il y a des animaux sans bon sens. Ou des fois, ça va absolument rien donner, puis je vais chercher un autre endroit après. Pour ceux qui veulent partir vraiment de la base, c'est niaiseux, mais de commencer dans les parcs nationaux, c'est tout le temps un bon point de départ malgré tout, parce que les animaux, un, ne sont pas chassés. Deux, il y a tellement de gens qui circulent là, qui sont un peu habitués à notre présence, fait que ça facilite beaucoup la prise de photos. Ouais. Par contre, pour le deuxième volet de la question, c'est sûr que d'un point de vue attroupement, dans les parcs, il y a plus de monde que n'importe où ailleurs ou presque, et donc il va y avoir plus de gens aussi, c'est certain. Moi, je priorise tout le temps, ou j'essaye de prioriser tout le temps l'expérience de l'animal que je vais photographier. Fait que si je considère que pour son bien-être, il y a trop de monde, j'y vais carrément pas. Ouais. À moins que ce soit une espèce excessivement rare qu'on n'a jamais dans le coin, là, je vais tricher. Mais sinon, d'abord et avant tout, bien-être de l'animal, puis ensuite, mon expérience personnelle à moi est toujours plus enrichissante quand je suis tout seul ou avec très peu de gens. Ouais. Mais tu sais, en m'en revenant tantôt, je pensais un peu à ça aussi, puis je me demandais si, au début de quand j'ai commencé à faire de la photo, si j'avais cette même vision-là, puis clairement pas. Tu sais, quand, mettons, je vois un post un peu comme la personne, ça, puis c'est la première fois que j'ai la chance de photographier une petite nectar, une de tegmalm ou un renard ou peu importe. C'est sûr que c'est différent de, tu sais, mettons, aujourd'hui, où je peux comme un peu plus choisir mes rencontres. Au début, j'aurais peut-être, puis, tu sais, je m'en rappelle pas exactement, mais tu sais, je pense que j'aurais peut-être eu plus de difficultés à dire non, à peut-être voir une espèce rare ou avoir de quoi que, mettons, aujourd'hui, avec, mettons, je sais pas, tu sais, des fois, mettons, le printemps passé, là, il y avait un orignal sur une piste cyclable dans mon coin chez nous, mais tu sais, je sais qu'il était quand même, il y avait beaucoup de monde qui allait là et tout ça, mais moi, j'ai aucun intérêt à aller là, mais si c'était le seul orignal que j'avais la chance de voir dans ma vie, peut-être que ça serait différent. C'est pour ça que là, j'ai un peu de misère aussi à me prononcer là-dessus, parce que justement, là, ça fait comme fait plusieurs années et tout ça, puis peut-être qu'à l'époque, ça aurait été différent. Clairement. Ici, mettons, question classique, là, mais si tu as 2-3 conseils à donner pour des gens qui cherchent vraiment des nouveaux spots dans lesquels on est capable de voir des animaux, parce que c'est vraiment une question qui revient souvent de comment tu trouves toutes ces bêtes-là. Ouais. C'est quoi les 2-3 conseils clés que tu donnerais aux gens? Mais tu sais, je pense quand même qu'il y a de la photo à faire comme n'importe où. Là. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est juste parce qu'on y pense pas. Moi, je regarde avant la COVID, j'avais des coins où j'allais faire des renards, mais j'étais jamais autour de chez nous. Puis avec la COVID, on n'a pas eu le choix. Je me suis mis à chercher autour de chez nous. Puis j'ai trouvé dans un printemps 3 tanières de renards. Fait que je partirais déjà de commencer par regarder autour de chez soi. Là, je dis pas si on habite au centre-ville, mais même au centre-ville de Montréal ou de Québec, il y a de la belle photo à faire. Il y a des animaux qui habitent là aussi. Il y a de la faune. Fait que je dirais commencer par déjà autour de chez soi. Puis le fait d'être autour de chez soi, ça permet d'y aller souvent. Puis de ne pas passer non plus 1 heure sur la route pour aller à un spot. Fait que déjà, c'est quand même plus convivial. Tu peux y aller passer plus de temps. Puis tu sais, même si c'est des terres privées, par exemple, on peut toujours demander l'autorisation à une personne. Ou tu sais, il y a des terres publiques presque partout aussi. Là. Fait que je dirais déjà de commencer par chercher autour de chez soi. Puis je reviens un peu sur ce que tu as parlé, de commencer à faire ces recherches-là l'hiver. C'est beaucoup plus facile parce que tu vois les traces, tu vas voir, tu sais, alors que tu vas te promener en forêt durant l'été,
puis tu sais pas vraiment qu'un animal a passé là ou non. T'sais. Tandis que l'hiver, tu vas pouvoir voir ses traces, tu vas voir s'il y en a plusieurs qui sont passés. C'est un peu plus facile, là, je me sens entre guillemets, de voir la présence des animaux. Puis quand on s'y attarde, justement, on se rend compte qu'il y en a des fois plus qu'on pourrait le penser, qui sont autour de la maison ou autour de pas loin de chez soi. Oui, tout à fait. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Puis il y a un autre outil de travail, puis une question qui vient, qui suit celle-ci, qui a un lien avec ça. Il y a un autre outil de travail qu'on utilise régulièrement les deux, puis c'est les petites caméras de chasse, les bonnes vieilles trail cam qu'on appelle en anglais. Je sais que toi tu t'en sers, moi aussi. C'est-tu quelque chose que tu intégrerais à toute routine de recherche ou de repérage ou presque? Clairement. Ouais, hein? Ben déjà, tu sais, justement, si tu trouves un lieu de pas un lieu de passage, mais quelque chose qui a l'air d'être un lieu de passage ou des traces ou peu importe. Puis tu sais, même s'il n'y a rien, tu peux toujours laisser une trail cam, puis au pire, elle prend pas de photos, puis au pire, dans le meilleur des cas, avant. Mais tu sais, après ça, il suffit que tu vois un renard passer une fois sur ta cam, tu sais qu'il y en a dans un... C'est peut-être pas proche, mais au moins, tu sais que tu es sur un secteur que tu peux en voir. Tu sais, déjà, c'est une manière de faire de la prospection, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est un outil qui est plus très dispendieux non plus aujourd'hui. Non, Là, ça, c'est surtout vrai. si on le compare à les équipements photo. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est un outil personnellement, je prioriserais. Là, puis c'est pas difficile à utiliser. Il y en a même qui ont le réseau cellulaire dessus. Fait que c'est quand même un outil qui peut vraiment aider beaucoup à prospecter pour un spot. Là. Mais toi, tu t'en sers beaucoup aussi, d'ailleurs? Oui, maintenant tout le temps. Au début, je m'en servais jamais parce que c'est un peu embêtant de savoir où les mettre. Puis c'est ça la deuxième question, justement, c'est on est tellement entouré à la fois de terres privées ou de terres publiques ou de terres qu'on sait comme pas trop si c'est privé ou public. Fait que les caméras peuvent être perçues un peu comme étant intrusives sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. Fait qu'il faut vraiment faire attention, je pense, à où on les installe puis l'achalandage qu'il va y avoir à cet endroit-là parce que d'abord, il faut être vraiment certain est-ce qu'on a l'autorisation ou pas. Ouais. Ça, c'est super important parce que je n'irai pas mettre une caméra de chasse dans le cours de quelqu'un en pleine ville pour voir s'il y a des petits animaux qui se promènent. Ce serait irrespectueux. Fait que j'essaie, moi, personnellement, de trouver des endroits, d'abord, où j'ai l'autorisation, où je sais que je peux l'avoir. Fait que soit je demande au propriétaire du terrain, ou c'est des terres publiques, où tout le monde a le droit de circuler, puis il y a même des sentiers de randonnée. Fait que déjà, tout ce qui est parcs nationaux, on oublie les caméras, on ne peut pas en installer là-dedans. Puis après ça, il faut trouver les endroits où on est capable d'en mettre. Puis, en deuxième idée, c'est de trouver des spots, comme tu dis, où il va y avoir une belle circulation d'animaux, des corridors naturels, beaucoup de bikes. Fait qu'il faut être un peu stratégique dans le positionnement, mais ça, à force d'en installer, on finit par découvrir des spots qui sont vraiment, vraiment bons. Exact. Puis ça nous permet de faire du repérage passif. Là. Je veux dire, moi, je reçois une vidéo sur mon téléphone qui me dit qu'il y a un coyote qui a passé sur ma caméra il y a 15 minutes. C'est fou, pareil. Non, c'est... Puis tu sais, juste d'expliquer un peu, tu parlais des territoires privés, mais tu sais, en tout cas, souvent, c'est quand même faisable de trouver à qui ça appartient, là, ou en tout cas, au moins, au pire, aller cogner sur une maison, là, puis au pire, ils vont juste vous dire que c'est pas leur territoire, ou c'est le leur, puis d'expliquer, parce que c'est sûr que, tu sais, à première vue, moi, j'ai une forêt, puis je vois une trail cam qui m'appartient pas, je pense tout de suite à un chasseur qui veut venir chasser sur mon territoire. Fait que, tu sais, de juste comme, moi, c'est niaiseux, mais mon nom, avec mon numéro de téléphone, puis ce que je fais, ben, tu marqué mon nom, marqué photographe, j'ai pris un P-Touch, puis je l'ai imprimé, collé sur ma trail cam, mes trail cam. Fait que, tu sais, déjà, ça... Juste, puis tu sais, quand je cogne, je l'explique, je fais de la photo, voici mon site web, tu peux aller voir. Mais... Fait que, tu sais, juste d'expliquer ça, ça fait souvent en sorte que les gens vont évacuer le fait que tu es peut-être un chasseur. Puis, donc, tu sais, souvent ça les rebute un peu, le fait de pouvoir peut-être penser justement qu'on est un chasseur, mais dès qu'ils sachent que, justement, c'est pour la photo, c'est pour l'observation d'animaux, ben déjà... Tu pars avec une... Tu sais, la balle est un peu dans ton camp aussi. Là. Moi, c'est rare le monde qui m'ont refusé quand je suis allé leur demander. Puis au contraire, ils apprécient le fait qu'on leur demande si on peut y aller. Tu sais, il y a une fois, à un moment donné, il y avait un monsieur qui m'a refusé, puis c'était bien correct, mais il me dit « T'es la première personne à me le demander. » Tu sais, puis il y a plein de monde qui sont allés sur son terrain. Moi, je suis pas allé, fouille-moi comment j'ai fini par trouver son numéro de téléphone, mais tu sais, j'avais l'adresse et tout ça, en tout cas, bref. Puis je l'ai appelé, tu sais, au début, tu es un peu surpris, ça demande qu'est-ce que... Mais j'ai dit, non, je fais de la photo, j'ai vu telle espèce sur votre terrain, je voulais juste voir si... Puis tu sais, le monde, il
ils sont bien contents qu'on les appelle. Ben oui. Puis au pire, ben, tu ne reparleras jamais à cette personne-là. Ouais, exact. Il ne faut pas être gêné d'aller de leur demander. Après ça, c'est rare quand, en tout cas, moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de me faire refuser un endroit, puis le restant du temps, j'ai jamais eu de problème. Oui, puis c'est le droit des gens aussi de dire non. Là. Exact. Ça coûte absolument rien à demander, ça se fait dans le respect. Puis moi, avec le temps, j'ai fini par développer des relations avec des personnes. Puis si, exemple, je réussis à photographier un lynx avec ma trappe photo grâce au Trailcam, ben des fois, après, je vais envoyer un calendrier ou je vais envoyer un print au propriétaire. Puis tu crées des relations comme ça, puis je pense que c'est juste bénéfique pour tout le monde. Fait que l'essentiel, c'est vraiment d'être certain que l'endroit où on pose la caméra, que 1, c'est sécuritaire, 2, c'est respectueux, puis 3, c'est pas intrusif. Exact. Puis après, ça devient un outil de travail qui est juste, qui est formidable. Oui, on s'en passerait pas. Mon Dieu, non. Autre question. On a parlé tantôt des traces. Ouais. C'est clairement aussi essentiel d'apprendre un peu les différentes pistes qu'on est capable de voir dans le bois ou autre. Il y a quelqu'un qui nous demande quelles sont les meilleures ressources pour apprendre à tracer. Des livres, des tutoriels sur le site web. Puis est-ce qu'on a des trucs par rapport à tout ça, tout en restant éthique, évidemment? Oui. Ben moi, il y a un livre qui m'a quand même vraiment apporté beaucoup de connaissances. Après ça, ça dépend de la région du monde. On a quelques personnes qui viennent de l'Europe aussi là, qui nous écrivent. Mais moi, ici, en tout cas, ce livre-là s'appelle « Traces d'animaux du Québec ». Traces, c'est quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça. Puis en fait, à l'intérieur du livre, autant il va y avoir ça va parler des traces, les excréments, mettons les traces que l'animal va laisser en mangeant. Donc, il y a tout ça à l'intérieur de ce livre-là, la répartition, ça va parler de l'habitat et tout ça de l'animal. Ça, c'est un livre que je recommande vraiment fortement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. Puis à la limite, c'est pas super gros comme livre non plus, ça va même se traîner dans un sac. Ou sinon, moi, je prends souvent en trace les photos. Là, j'ai eu, même récemment, là, des excréments de martre. Puis j'étais pas certain que c'était ça. Fait que j'ai pris une photo. Puis après ça, quand j'ai eu du réseau, je suis allé voir. Parce que, bon, on n'a pas tout le temps du réseau où on est. Là. Mais bref, ça aide beaucoup. Puis après ça, faire des recherches justement avec Google, c'est sûr que ça aide beaucoup. Là, mais tu sais, c'est ça. Ce livre-là, je dirais que c'est une bonne base pour partir. Puis après ça, c'est de développer son œil aussi. Il y a des traces. Moi, parce que quand, mettons, je donne mes ateliers, je parle beaucoup justement de tous les signes de passage des animaux. Puis il y a beaucoup de monde qui font « Ah, j'aurais jamais pensé que ça c'était un orignal » ou que ça, c'était... où j'ai déjà trouvé une trace de griffe sur un arbre d'ours, puis tu penses que c'est pas ça. Fait que après ça, c'est de développer son œil, mais ça, c'est juste avec le temps. Il n'y a pas de raccourci pour ça. Mais je dirais que ce livre-là, c'est quand même une bonne base. Puis il y a beaucoup de tous les documentaires animaliers aussi qui vont expliquer beaucoup au niveau du comportement. C'est en anglais, mais sur la chaîne YouTube de CBC, il y a la série Nature of Things avec David Suzuki. Ouais. Puis ça, il y a une tonne d'informations. Il y a un épisode, entre autres, avec le renard rouge. J'ai appris beaucoup de choses sur cette espèce-là. Puis c'est ça dure 50 minutes, puis une foule d'informations. Fait que tous ces documentaires-là aussi. Et toi? Même chose. Même chose. J'ajouterais par contre que pour les pistes, oui, je les prends en photo, mais souvent, je vais mettre une échelle de grandeur à côté. Effectivement. Fait que tu sais, les photos que je mets dans mes stories Instagram de ma mitaine à côté d'une trace de lynx, c'est pas tout le temps juste pour voir que la piste est grosse, c'est aussi pour avoir une échelle de grandeur, parce que pour des animaux plus classiques, c'est facile, mais quand on tombe, mettons, dans campagnol, belette, hermine, tous ces trucs-là, ben des fois, c'est vraiment une question de centimètres pour savoir si c'est un animal ou l'autre. Fait que quand on tombe un peu plus précis, ben, ça vaut la peine d'avoir une grandeur. Là. Fait que soit une photo avec une mitaine ou je sors carrément une petite règle, puis j'ai mesure. C'est peut-être intense, là, mais... Non, c'est bien... Mais tu sais, c'est parce que quand tu as parlé de l'échelle, ça me fait penser, il y a des groupes, même sur Facebook, sur le pistage. Ouais. Les gens vont publier sur ces groupes-là, ils vont mettre un indice justement de grandeur à côté de la trace, puis les gens vont donner leur opinion là-dessus. Parce qu'il y en a aussi, tu parlais des fois, c'est difficile de les différencier, mais mettons entre le loup, coyote, chien, le chien, c'est pas toujours évident, puis même à travers le chien, selon les espèces, ça ressemble beaucoup à d'autres. Puis, tu sais, mettons, le loup va être facilement identifiable par rapport à un coyote par la taille aussi de la patte, mais la patte en soi, ça se ressemble beaucoup aussi. Donc, c'est pas toujours évident
de se prononcer bien précisément sur l'espèce qu'on vient de voir, là, Non, exact. Mais reste que, tôt ou tard, on finit par faire un peu le tour des animaux qu'on a au Québec. Là. On a une diversité, mais elle n'est pas immense non plus. Fait que pour les animaux qu'on voit régulièrement, on finit par à peu près tout le temps les reconnaître assez vite. Fait que c'est moins pire. Là. Exact. Puis tu sais, de les voir, après ça, c'est de les voir dans un livre, mais après ça, quand tu les vois sur le terrain, c'est un peu plus facile aussi, parce que c'est comme quand... ça n'a pas rapport avec les traces exactement, mais souvent quand je guide des ateliers avec les chouettes, je dis, OK, on cherche une chouette rayée, OK, c'est une tache un peu beige, mais si tu n'en as jamais vu, c'est un peu difficile. Mais dès que tu vas en voir une en vrai, tu vas savoir qu'est-ce que tu regardes comme forme et tout ça. Fait que c'est un peu la même chose avec les traces. Quand tu vas voir une trace d'orignal, tu as beau la voir dans un livre, voir les ergots, comment c'est en arrière et tout, mais quand tu la vois en vrai, une trace d'orignal qui est dérapée dans la boue, tu vois les 2 traces à l'arrière, tu le sais. Fait que, après ça, c'est ça. C'est plus tu es sur le terrain, plus tu observes des traces, plus c'est facile d'en voir après ça. Mais oui, tout à fait. C'est partir qui est tough. Il y a quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, puis c'est très véridique, on reconnaît ce qu'on connaît. Ouais, c'est-à-dire que les chants d'oiseaux, c'est le meilleur exemple. Je veux dire, tu l'entends une fois, puis si tu vas regarder après dans ton application quel était le chant de l'oiseau, après, dès que tu l'entends, c'est réglé. Ou une couple de fois, mettons, là, peut-être pas au premier coup, mais ça aide vraiment à chercher justement ce que c'est, puis après ça, tu l'identifies tellement plus facilement. Là. Effectivement. Autre question, qui fait suite un peu à ce dont on vient de discuter, puis c'en est une bonne, je trouve. Quels sont nos trucs pour ne pas effrayer les animaux? Est-ce qu'on utilise des caches ou est-ce que c'est les types de vêtements? C'est quoi ton truc? Ben moi, c'est sûr que ça dépend déjà de la base de où on va prendre les photos. Fait que, si on est dans des endroits où on sait que les animaux sont un peu moins farouches, on est dans un parc urbain, un parc national, ou c'est sûr que c'est un peu moins... C'est quand même... On a besoin de faire un peu moins attention quand même à ça. Là. Mais ça reste quand même que, juste d'avoir des vêtements qui sont plus sombres, qui sont idéalement qui font pas trop de bruit. Après ça, c'est un peu difficile s'il pleut ou dans des situations comme ça. Quoique quand il pleut, au moins notre bruit est un peu camouflé par le son de la pluie. Là. Mais déjà juste d'avoir de quoi de sombre. Puis après ça, de comment ne pas effrayer les animaux. Là, mais je pense que ça, il y a beaucoup de monde qui oublie un peu ça, mais c'est de pas nécessairement approcher l'animal, mais de laisser l'animal s'approcher. Juste ça. Ça se peut que l'animal soit trop loin pour faire une photo au début, mais après ça, si tu le vois qu'il mange et s'en vient un peu vers toi, c'est d'être patient, puis d'attendre après ça pour avoir une belle proximité. Puis ça évite de, justement, effrayer l'animal, puis d'avoir un effet négatif sur lui. Oui, c'est vrai que... dans la même lignée, là, mettons que j'y vais avec le premier volet de la question, les trucs pour pas effrayer les animaux, j'en ai développé quelques-uns avec le temps. Le premier, c'est comme tu dis, de voir le comportement un peu de l'animal. Est-ce que quand je suis même présent ou il remarque ma présence, est-ce qu'il prend la fuite tout de suite? Si oui, il y a peu de chances qu'il devienne tolérant éventuellement. Il a l'air relativement peureux. Deuxième chose, c'est de laisser l'animal s'approcher à soi. Fait que, si lui, il a envie de rentrer dans notre bulle puis d'avoir une plus grande proximité, pas de problème. Mais s'il ne souhaite pas qu'on l'approche, on ne le fait pas non plus. Parce que c'est sûr et certain qu'il risque de prendre la fuite éventuellement. Exact. Puis pour le deuxième volet, c'est sûr que les vêtements puis les caches, ça peut aider. Là, vêtements... C'est sûr que tu vas pas faire de la photo animalière avec un gros manteau rouge ou un gros manteau orange, compte de construction. Ça peut paraître logique, mais ça fait quand même une différence sur le terrain de s'intégrer un peu aux couleurs qu'il y a dans la nature. Fait que l'hiver, si c'est tout blanc, on essaie de mettre des vêtements qui sont plus blancs ou beige. Exact. Puis quand c'est le temps de l'automne, des vêtements un peu plus automne. Fait que mais tu sais, l'hiver, des fois, c'est un peu plus difficile pour ça, mais l'été... Moi, je mets tout le temps, écoute, ça se trouve pour une poignée de dollars sur Amazon, là, des vestes en, comment ils appellent ça, ghillie, là. C'est juste une imitation de feuillage. C'est juste un filet avec une imitation de feuillage. Ça, même si, genre, il fait super chaud, tu vas te faire piquer par les moustiques au travers, mais tu mets ça, c'est comme un survêtement, tu mets ça par-dessus, ça coûte pas grand-chose, ça fait pas de bruit, t'es déjà... Tu sais, sans être camouflé à 100%, ça fait juste quand même en sorte que ça efface un peu la silhouette humaine. Puis tu sais, ça peut juste pas nuire. Oui, exact. T'es là, bon, après ça, des fois, le monde te regarde un peu croche quand il doit te promener, mais... Faut pas y penser. Non, c'est ça, on s'en occupe pas, mais tu sais, c'est niaiseux, mais même, genre, en kayak ou même, tu sais, juste en rando, tu sais, puis si c'est pas pour les animaux... puis tu es dans un endroit qui est relativement achalandé, tu n'attireras pas non plus l'attention des autres. C'est niaiseux, mais si tu vois quelqu'un qui
qui est dans le bois ou peu importe. Ah, OK, je vois une tache blanche en pleine forêt ou des... Tu sais, puis tu sais, des fois, en tout cas, on se promène, puis quand tu vois quelqu'un qui est habillé de manière voyante, tu le vois de loin en crime. Vraiment. Tu peux être sur une montagne à côté, puis tu vois ton petit point blanc se promener, ben l'animal aussi, il voit ça. C'est Faut sûr. toujours garder ça en tête. Là. Ouais. Puis des caches, est-ce que tu t'en fais des fois? T'en Euh, utilises-tu? Pas tant. Ça arrive des fois, là, tu sais, que je vais... Ben, en fait, tu sais, sans me faire une cage, je vais juste comme me placer un peu à l'abri, tu sais. Ouais. Je vais me trouver un arbre, je vais juste m'asseoir en dessous et tout. Mais construire une cache ou poser une cache, je l'ai déjà fait. J'ai jamais eu tant de succès avec ça, là, sur des... j'aime mieux juste comme me promener, puis plus à la billboard, là, puis aller à la rencontre d'eux, puis tu sais, de croiser des... Mais c'est ça. Mais j'aime bien attendre juste en forêt, tu sais, d'aller Ouais. m'asseoir à quelque part, puis d'attendre que quelque chose se passe, là. Ça peut être assez intéressant aussi, mais sans être nécessairement camouflé. Ouais. Et toi? Ouais, moi, il y a des fois, c'est pas des caches permanentes, là, c'est des caches que je me construis, puis quand je pars avec, là. Ouais. Puis souvent, c'est aussi niaiseux que des genres d'épingles avec un gros tissu camouflage que tu peux trouver dans n'importe quel magasin, quincaillerie ou détaillant de chasse. C'est comme un gros tissu qui s'agence aux couleurs de la forêt. Puis souvent, ce que je vais faire, c'est que si, exemple, je suis près d'une tanière de renard, je vais comme l'épingler en 2 arbres. Puis ça va vraiment s'intégrer. Puis la plupart du temps, les animaux vont le voir, mais ils ne me voient pas moi en arrière. Fait qu'ils savent que je suis là, ils me sentent puis ils m'entendent. Mais le fait de ne pas avoir le contact visuel d'œil à œil, de yeux à yeux, ça aide vraiment, vraiment pour ne pas les effrayer. Moi, j'ai trouvé, là, avec des tanières de renard, j'ai fait ça quelques fois aussi avec un lynx pas loin ici. Puis juste le fait d'être pas visuellement apparent, mais même s'ils savent qu'on est là, ils me voient pas, ça aide quand même, honnêtement. Ouais. Parce que d'être complètement invisible de l'animal, c'est quand même relativement compliqué puis difficilement faisable, là, parce que là, il y a tous les bruits, les odeurs, Ben, c'est surtout ça. l'aspect visuel. Fait que, tu sais, c'est quand même... Il y en a qui le font, là, mais c'est quand même compliqué. Puis, tu sais, on est quand même... En tout cas, dans mon cas, la majorité des animaux que j'ai croisés ou que je croise en forêt, il y en a qui sont peureux, mais il y a quand même un seuil de tolérance là, qui est quand même acceptable. Là. J'ai jamais eu besoin de laver mon linge avec du cèdre ou avec, tu sais, pour passer à ce point inaperçu. Là. Je comprends. Mais moi, 2 autres trucs que je pourrais peut-être donner, j'y pense en même temps que tu réponds. Là. Le premier, c'était justement d'essayer d'avoir le moins possible un eye contact direct avec l'animal. Moi, je trouve que des expériences que j'ai eues, ça peut être vraiment intimidant pour eux. Fait que j'essaie d'éviter ça. Souvent, je vais regarder au travers du viewfinder de l'appareil photo. Puis même si je ne suis pas en train de prendre des images, je regarde ce qui se passe au travers de la caméra. C'est vraiment moins pire pour eux. Puis l'autre chose concernant les caches, c'est qu'au lieu de m'en faire une avec un tissu, des fois, je m'en fais avec des éléments naturels. Je vais mettre bio de bois ou juste des branches ou des trucs comme ça. Puis souvent, mettons, l'hiver, la neige va s'accumuler là-dessus, mais ma cache, elle reste en place. Fait que si je retourne régulièrement aux mêmes endroits, je peux reprendre le même spot. Puis les animaux s'habituent à ce nouveau monticule qui a été créé en forêt. Puis avec les semaines, ils l'oublient carrément. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Ça prend l'odeur aussi de la place. Ouais. Un peu comme la Central Cam pendant plusieurs semaines, ça finit par juste être dans le décor, puis pour eux, c'est comme un accessoire maintenant. Nice. Fait que c'est quand même pratique. Ben oui. OK. Les chemins forestiers, ça aussi, ça a été quand même pas mal demandé. Guillaume qui dit « Où trouver les chemins forestiers? Ça semble être intéressant car peu fréquenté par les autos et camions, donc propice à l'observation de la faune et de la photographie. » Ouais. Où les trouver? Un peu difficile. Je sais pas s'il y a vraiment des cartes de tout ça. Habituellement, c'est répertorié pas mal avec Google et tout sur sur les cartes satellites et tout ça. Là. Je dirais quand même qu'il faut peut-être faire attention de faire la distinction entre les chemins forestiers qui sont utilisés et ceux qui ont été utilisés. Parce que, tu sais, dans le fond, ben là, malgré que c'est en train de changer et tout, mais souvent, bon, l'industrie forestière ouvre des chemins pour aller bûcher le bois, puis il laisse ça en place après. Mais là, il y a tout, justement, au niveau de la protection de certaines espèces, comme le caribou, là, qui fait qu'ils sont en train de renaturaliser de ces chemins-là. Mais ça fait en sorte quand même qu'il y a beaucoup de chemins qui sont accessibles. Ceci dit, les chemins qui sont actifs, je déconseillerais fortement d'aller dans ces secteurs-là parce que c'est quand même dangereux. Là. Même, tu sais, je connais du monde qui travaille dans l'industrie forestière qui n'aime pas ça, circuler pendant qu'ils travaillent sur ces chemins-là parce que tu sais, t'as des immenses camions de bois qui... Fait que ça, c'est quand même assez compliqué. Déjà, bon, donc, mettons,
dès que c'est actif, on oublie ça. Puis après ça, c'est de regarder un peu il y a certains des secteurs qui, bon, encore là, des secteurs publics, là, donc on va parler des EC, les réserves phoniques. C'est des endroits où il va y avoir de la coupe forestière, mais où on va avoir accès à ces endroits-là. Tout ce qui est terre privée, normalement, bon, on n'est pas nécessairement supposé aller là. Quoique des terres privées où ça bûche, il n'y en a pas non plus des tonnes, là. C'est souvent des terres publiques, là. Donc c'est ça, mais tu sais, après ça, je dirais de regarder un peu qu'est-ce qu'il y a sur Google, là, ou dans les... sinon, ça serait de contacter peut-être les compagnies forestières, mais c'est un peu difficile, c'est un peu touché pour eux autres aussi. Là. Ils veulent pas avoir des voitures de gens qui n'ont pas d'affaires là sur leur chantier, là, parce que c'est quand même dangereux. Là. Mais ça. Ouais. Toi, as-tu des trucs pour trouver ces secteurs-là? Moi, je vais être bien honnête. Là. Pour vrai, les chemins forestiers, ça me fait un peu peur. Ouais. Les vannes là, que j'ai vu circuler là-dessus, ça a juste... Non. Puis quand je dis van, c'est pas Dodge Caravan, là, c'est comme gros camion qui transporte des billots de bois puis qui roule à des vitesses hallucinantes. Là. Tu croises des billots de bois sur le bord de la route, là, fait que tu te dis crème, ça peut tomber aussi. Ou, bon, Fait que moi, tous les chemins forestiers, en fait, qui sont encore utilisés régulièrement, là, que je sais qu'il y a du transport de bois qui se fait cette journée-là, j'y vais carrément pas. Puis si j'y vais, je me stationne à l'entrée du chemin forestier ou à un endroit sécuritaire. Puis la plupart du temps, je fais le reste à pied dans le fossé parce que j'ai trop peur d'être sur la route. Puis en fait, j'ai pas peur d'être sur la route, j'ai peur d'être stationné sur le côté de la route puis qu'ils me voient pas. Pour vrai, ça peut être quand même vraiment délicat. Fait que moi, c'est des endroits que j'approche avec beaucoup d'attention. Puis quand je sais que c'est un chemin forestier dans lequel il n'y a pas d'activité pour le moment, mais qui est quand même déneigé, là, je vais y aller. Mais c'est vraiment l'endroit où je demande tout le temps « Allô, est-ce qu'il se passe quelque chose sur le chemin X, Y, Z présentement? Si oui, j'y vais pas. Sinon, là, peut-être que je vais y aller. » Mais puis, tu sais, il y a quasiment tout le temps un endroit où on est capable de s'informer. Là, je pense entre autres à la baie James, il y a un petit bureau d'information touristique. Mais je demande à cette personne-là. Puis lui, il est en contact avec tous les camions. Puis toutes les personnes qui transportent le bois à l'heure actuelle. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller discuter avec lui. Mais honnêtement, allez-y de façon très prudente si vous y allez. Puis pour les trouver, moi, je les vois carrément sur Google. Tu sais, si les gens, peut-être un autre conseil aussi, si les gens veulent vraiment aller rouler là-dessus, c'est de s'équiper d'un CB puis un radio FM. Parce que la plupart vont fonctionner sur les canaux de CB, puis c'est souvent annoncé à l'entrée du chemin forestier. Si je fais un petit résumé de comment ça fonctionne, chaque véhicule s'annonce à chaque kilomètre. Donc, soit tu es en montant le kilomètre ou tu descends. C'est toujours le chargement plein qui a priorité. Donc, effectivement, mettons, tu vas dire que tu es une voiture, kilomètre 1 en montant, kilomètre 2, tu vas dire. C'est une voiture, kilomètre 2 en montant. Fait comme ça, chacun sait où est-ce que les autres sont. Ça a une portée d'environ entre 5 et 10 km. Fait que tu sais aussi... Mais tu sais, ça reste touché. Après ça, si tu trouves un animal, tu veux te stationner. Tu peux pas te stationner nulle part. Des fois, ça se peut que tu ailles à marcher 3 km pour pouvoir revenir, pour être stationné de manière sécuritaire. Fait que, tu sais, oui, c'est des endroits où tu as accès à de la forêt, mais tu sais, quelqu'un qui n'a jamais eu l'habitude de se promener dans ces coins-là, ça peut quand même être touché. Oui, d'autant plus que, mettons là, que tu prends le risque puis tu décides de te stationner dans un long bout qui est en ligne droite où tout le monde est capable de te voir. Quand les camions passent, c'est pas si le fun d'être là. Même, non. Tu sais, de prendre des photos puis qu'il y a une vanne qui passe à côté à 100 km/h, je veux dire, ça enlève tout le plaisir. Les animaux, ils ont peur anyway. Fait que pour moi, je vois pas ça comme étant bénéfique. Est-ce que ça m'est arrivé d'aller sur les chemins forestiers? Absolument. Mais toutes les fois que je me stationnais, c'était pour des courtes périodes de temps. Puis si je voulais passer la nuit dans ce coin-là, je me trouvais un stationnement qui était sécuritaire, soit une autre entrée, ou vraiment un stationnement. Des fois, il y en a, là, que c'est des aires de... pas de repos, mais de parking. Fait que je trouve des endroits comme ça. S'il faut que je marche le 5 km ou le 3 km, comme tu le mentionnes, je le fais. Mais rester sur le côté de la route, honnêtement, pour moi, c'est impensable. Il y a des chemins forestiers qui vont être ouverts ou entretenus pour de la prospection, pour un éventuel chantier. Fait que c'est sûr que souvent, dans des endroits comme ça, tu as beaucoup moins de transport. Des fois, il y en a qui sont ouverts pour la chasse, donc là, il faut faire attention. Mais ça reste quand même que c'est ça. C'est touché d'aller se promener dans ces coins-là, puis il faut le faire de manière très prudente et avisée. Puis il y a tellement de bons spots. Puis je comprends que les chemins forestiers, c'est intéressant parce que c'est des routes qui sont souvent moins achalandées et donc les animaux peuvent marcher directement dessus. Puis c'est vrai là, que c'est des bons endroits, mais il y en a plein d'autres. Puis si je peux faire un résumé court de cette question-là, c'est si vous y allez, informez-vous, puis soyez prudents. Oui,
C'est bien résumé. Merci. Donc, pour continuer, on va y aller avec une section un peu plus équipement pour les prochaines 2 questions. Donc, on avait une question qui nous vient de Grégory. Quel a été l'élément déclencheur qui a fait qu'on a investi dans un boîtier ou une lentille ou un objectif à 8-10 000 $? Et est-ce que vous avez vu une différence significative pour se démarquer des autres par la suite? Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé dans le gouffre financier de la photographie? Honnêtement, ça, je l'ai dit souvent, mais j'ai vraiment pas tout acheté d'un coup. Là, Ouais. parce que sinon, pas de joke, ça fait genre une mini hypothèque de condo ou de maison. Là, pas à ce point-là, mais je veux dire, ça coûte rapidement vraiment cher. Ouais. Fait que moi, c'est comme, si je m'achète un morceau d'équipement par année, c'est beau, puis encore. Quand j'atteins un stade où j'ai comme tout, j'achète pas des affaires pour les acheter, à moins que ce soit une lentille qui est vraiment différente, mais je me souviens pas. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'est mon 500 F4 que j'ai acheté usagé, puis j'ai pas payé 10 000 $. Fait que, tu sais... Bon, pour répondre à la première question, à quel point j'ai décidé d'investir dans des équipements qui valaient plus cher, personnellement, c'était quand j'ai ressenti le besoin puis que ça allait vraiment m'apporter ailleurs, surtout d'un point de vue à quel moment de la journée je peux prendre des photos. Fait qu'une lentille qui m'apporte plus de lumière, pas forcément plus nette ou plus légère ou plus rapide ou peu importe, mais qui m'apporte plus de lumière, pour moi, ça, c'était vraiment important. Fait que le F4 versus le 5.6 que j'avais sur ma 100-400 avant, ben j'avais un peu plus de portée puis plus de rapidité. Fait que pour moi, c'était bénéfique. Puis ça vient évidemment avec une netteté qui est impeccable. Ouais. Fait que je l'ai fait au stade où j'étais rendu, dans mon expérience puis dans mon bagage, à un endroit où je pensais que j'étais rendu là. Fait que ça, c'était la première étape. Est-ce que ça me démarque des autres d'avoir un 500 F4 pour mes photos? Non. J'ai l'impression, là, parce que, tu sais, OK, on ne peut pas reproduire un bokeh naturel ou un beau flou de profondeur de champ naturel en logiciel de post-traitement, mais je veux dire, on peut se rapprocher quand même pas pire maintenant. Là. On peut rendre nos photos plus nettes avec des logiciels aussi. Fait qu'est-ce que ça me donne un net avantage par rapport à d'autres personnes? Je pense pas. Est-ce que c'était le but? Pas du tout. C'était vraiment plus pour moi. Puis parce que j'étais rendu là. Ouais. Ouais. C'est sûr que c'est peut-être plus facile de faire des choix artistiques, justement, avec le flou et tout ça, quand tu as la possibilité de le faire, alors que quand tu as justement un 150-600, mettons, ou un 100-400, où tu n'as pas la possibilité de le faire, tu es un peu plus limité. Je veux dire, même avec un 400-2.8, tu peux fermer à 5.6 aussi, puis aller chercher la même chose que tu aurais avec un 100-400. Sauf que tu as la possibilité de le faire. Donc, c'est sûr que ça aide pour ça, là, au moins. Même si tu le fais pas, au moins, tu peux le faire. Tu peux faire le choix de le faire ou non. Mais quand est-ce, toi, que tu as fait justement ces gros achats-là? Parce que là, je regarde les caméras qui nous filment, ça vaut quand même quelques dollars. Là. Ouais, ben tu sais, après ça, c'est sûr que, tu sais, encore une fois, c'est une manière très graduelle aussi, là. Tu finis par acheter ça, puis là, bon, tu te trouves limité, puis là, tu veux autre chose. Ou, tu sais, en termes d'objectifs, moi, c'est un peu ça aussi, puis ça revient un peu à ce que tu disais, c'est que, tu sais, ça arrive quand même souvent, qu'on fait nos rencontres dans des conditions de lumière qui sont terriblement mauvaises, là. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est beau, là, photographier à 12 800 ISO, là, mais c'est le fun d'être à 3200 une fois de temps en temps. Là. Fait que, tu sais, le 2 stops que je vais chercher, mettons, avec mon 400, tu sais, au final, c'est sûr que la qualité d'image est vraiment meilleure. Puis, tu sais, je me limite moins dans ce que je peux faire comme photo. Puis, tu sais, fait que, tu sais, déjà, ça, à la base, tu sais, d'avoir des objectifs 2.8, c'est que ça me permet, justement, de pouvoir photographier dans des conditions que j'aurais pas pu avec d'autres objectifs. Ouais. Fait que, il y a ce moment-là. Puis après ça, ben, c'est comme pour les boîtiers, c'est que je calculais un peu ce que je ratais comme image. Puis, je me suis toujours remis en question avant de remettre mes équipements en question. Parce que souvent, ça part du photographe. Là. On se le cachera pas. Là. L'appareil photo, ça reste un outil. Là, donc, si on ne sait pas s'en servir, donc, tu sais, je me suis toujours remis en question, mais à un moment donné, je me suis comme rendu compte aussi que il y avait beaucoup d'images que je ratais parce que j'étais limité par les capacités de mon boîtier, de mes boîtiers. Fait que c'est là que j'ai éventuellement, je suis allé chercher ce que j'utilise présentement. Fait que tu sais, c'est un peu pour être capable d'aller faire sur le terrain ce que j'ai besoin puis les rencontres que je fais. Mais ça reste quand même que tu sais, c'est beaucoup
pour l'aspect esthétique de ma photographie que j'utilise aujourd'hui. Ouais. Ça reste quand même que en termes de rapidité d'autofocus, c'est une infime partie des photos que je prends. Là. Souvent, je vais plus même privilégier, même si j'ai un appareil qui a un bon autofocus, je vais privilégier des belles poses, des beaux regards. Ouais. C'est rare que je vais vraiment photographier de l'action, puis que ça bouge beaucoup, puis que j'ai vraiment besoin d'avoir un autofocus qui est hyper rapide. Là. Donc ça arrive déjà moins. Là. Fait que c'est vraiment plus, c'est ça, pour le rendu, moment de la journée, c'est vraiment là, puis... c'est ça. Mais après ça, les équipements, tu parlais des équipements usagés, mes objectifs, c'est un peu la même chose aussi. Je les ai achetés usagés parce que tu vas chercher beaucoup moins cher. Ça n'a Puis rien à voir. beaucoup. Puis on parle, oui, de l'acheter usagé, mais d'acheter des générations précédentes aussi, ça aide. Puis tu vas aller chercher, puis au niveau de la formule optique de l'objectif, souvent ça bouge pas tant que ça d'une génération à l'autre. Il y a le poids, la stabilisation qui va changer. Mais le restant de la qualité d'image de piqué, c'est souvent la même chose. Tu sais, comme je regarde les 400 mm chez Nikon ou les 500 mm, c'est quasiment la même affaire. En dedans de 20 ans, là, ça n'a quasiment pas changé au niveau de la qualité optique. Là. C'est juste le poids, la stabilisation qui est plus performante. Ça se retravaille. Je veux dire, tu peux faire un peu de musculation. Puis, fait que c'est ça. Mais c'est sûr que c'est un move à faire qui est quand même assez important parce que c'est quand même un investissement qui est considérable. Oui, clairement. Puis tu sais, tu parlais de vieilles lentilles. Ma 500 f4, je ne sais pas à quel âge, mais d'après moi, elle a au moins 2 décennies, là, si je me trompe pas. Ouais. Puis top sharp, là. Ouais. Sharp, genre, extrêmement net. Fait que pourquoi je la changerais pour le nouveau 500 f4 de cette année qui va coûter 16 000? 16-17 000? Ouais, dans ces eaux-là. Man, c'est quand même beaucoup d'argent, là. Même si tu l'as qui dort dans ton compte, là, c'est 16 000 qui quitte ton compte pour un morceau d'équipement. Puis on se le cachera pas, la photo animalière, c'est... Ben, malgré, là, on oublie tout le volet vidéo et tout ça, là, mais dans la photographie puis les métiers de photographe, c'est vraiment le type de photo qui coûte le plus cher par rapport au portrait, mariage et tout ça. Tu sais, je veux dire, mettons, tu vas acheter un 85 mm 1.2, ça va te coûter 3500$. C'est quand même 5 fois moins cher qu'un 400 mm 2.8, 9. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, ça reste quand même que c'est vraiment... Fait que, tu sais, c'est un pensée bien pareil, là, mais moi, je reviendrai pas en arrière, par exemple, parce que, tu sais, la qualité que je peux aller chercher avec ça, tu sais, les flous... moi, je vois vraiment quand même une différence dans... C'est sûr. Pas juste au niveau de la netteté, mais au niveau du rendu de l'image. J'utilisais un 200 f2 pas souvent, parce que ça prend quand même des belles proximités et tout, mais le rendu du flou de cet objectif-là, ça bat n'importe quel objectif que j'ai utilisé. Là. Fait que t'as quand même des propriétés optiques qui sont vraiment bonnes dans ces objectifs-là. Ouais. Bon, après ça, c'est l'encombrement, c'est le prix, il y a d'autres facteurs qui viennent là-dedans. Mais... Fait que question qui tue avant qu'on passe à la prochaine question. Mettons que tu es un photographe amateur avancé. Est-ce que tu drops 16 000 sur un 500 ou un 400 ou un 600? Ou non. Pas forcément. Non, hein? Non. Mais tu sais, moi, si j'avais un truc à donner, ben, je peux parler pour Nikon parce que je photographie avec Nikon. Là. Et chez Nikon, il y a ce qui est supporté en termes d'autofocus chez les nouveaux boîtiers de la série Z. C'est tout ce qui est les moteurs AFS. Donc, c'est le moteur d'autofocus silencieux. Mais donc, tu peux avoir jusqu'à une génération qui n'est pas stabilisée d'objectifs. Donc, tu as même un gain en termes de poids par rapport aux versions stabilisées parce que tu n'as pas le module de stabilisation. Donc, mettons un 300 mm f2 AFS va coûter peut-être 1500$ par rapport à un VR1 ou VR2 qui va être beaucoup plus cher, qui va être le double du prix au moins. Puis tu as la stabilisation du boîtier. Fait que tu peux aller chercher une optique qui est excellente, avec un poids qui est correct, avec un bon boîtier. Puis ben, tu arrives à faire des petits... fait que il y a des petits twists comme ça qui sont possibles, mais j'achèterais difficilement un téléobjectif neuf. Je pense
Je pense que ça arrivera jamais de ma vie, je pense. Moi non plus. Ouais. Ouais, Toi? physiquement, je serais incapable. Ouais, non, c'est... Pour vrai, il y a tellement d'autres endroits où j'ai le goût d'investir mon argent. Mettons, Exact. Mais imagine sans- le nombre de voyages que tu fais avec ça. c'est exactement. J'ai 3 voyages, plus que 3 voyages avec Ouais. ça. Là. Ouais. Tu sais, pour vrai, pour ce que ça va me rapporter, j'aime bien mieux l'investir dans découvrir des nouveaux endroits. Ouais. Acheter des ateliers, man, n'importe quoi. Ouais. Mais hey, Moi, je dirais quand même acheter ces objectifs-là neufs pour les revendre usagés. Après. Faut qu'on puisse en profiter. C'est bon. Ensuite, on avait comment trimballez-vous vos équipements? Quels sacs et ou accessoires pour vous sont indispensables lors de vos sorties? Comment tu trimbales ton stock? avant, je le trimballais sur mon épaule. Là, je suis rendu plus vieux. J'allais dire vieux, mais Ouais. c'est pas vieux, c'est plus vieux. Puis je me suis acheté un sac que tu m'as recommandé d'ailleurs. Puis, man, c'est le meilleur move que j'ai fait de ma vie. Là. C'est un Shimoda Ouais. que tu as pris. Ouais. Puis mon seul regret, en fait, moi, j'ai pris le modèle qui a 50 litres à peu près. Puis, je peux pas mettre mon 500 F4 sur mon boîtier dans le sac. Fait Ouais, qu'il y a faut mon que tu le 500 sépares. F4, il y a le boîtier, il y a un 70-200. D'habitude, mon sac, c'est ça. Mais il est tellement bien conçu puis confortable. Puis, Ouais. tu sais, c'est peut-être le cas pour plein d'autres compagnies aussi, mais moi, c'est sac à dos, absolument, c'est sûr et certain. Ouais. La seule affaire, c'est que, mettons que je crois ou je pense qu'il y a des animaux à proximité, ben, le délai de mettre mon 500 sur mon boîtier, mettre le lens hood, Ouais. puis prendre ma photo, ça se peut que ce soit fini. Là. Ouais. Fait que ça m'arrive quand même de traîner mon appareil photo puis mon 500 sur mon épaule. Mais sinon, tu sais, pendant les randos et autres, c'est dans le sac direct. Quand c'est Ouais. dans l'auto, c'est dans mon sac. Ouais. C'est un game changer pour moi. Là. Ouais, ouais. Ouais. Ben, tu sais, après ça, si on va, tu sais, on marche beaucoup, ou des fois, on marche pas beaucoup, mais on est beaucoup de temps avec le sac sur le dos, ça prend quand même de quoi, tu sais, d'assez confortable. Là, Ben parce oui. qu'après ça, ça peut quand même devenir déplaisant, si on veut, là. Moi, j'utilise un sac de rando, en fait, que j'ai mis un insert de photo dedans. Fait que tu sais, c'est peut-être tu sais, c'est pas un sac qui est fait pour la photo, fait que tu sais, c'est pas parfait, mais c'est vraiment le niveau de confort le meilleur que j'ai trouvé par rapport à, tu sais, moi j'avais des inserts j'utilisais des sacs de f-stop avant, puis tu sais, c'était quand même confortable, mais tu sais, ça n'a rien à voir avec des vrais sacs de rando, là. Tu sais, un sac avec de l'aération dans le dos, Ouais. avec, tu sais. Fait que moi, c'est ce que j'utilise, là, je mets mon insert directement dedans. J'ai accès à pas mal tout mon matériel photo quand même assez vite. Souvent, je vais me promener avec du matériel dans le sac, mais avec mon appareil en main. Pas tout le temps, mais sinon... puis avant, j'utilisais aussi un espèce de harnais qui se met sur la poitrine de Mister Jean. Ouais. Qui fonctionne assez bien. Moi, j'ai des problèmes avec l'épaule, fait que ça faisait en sorte que j'avais beaucoup de poids en avant, là, puis ça me faisait mal à l'épaule, là, fait que j'ai arrêté ça. Mais il y a beaucoup de monde qui utilise ça, puis ça permet d'avoir l'appareil sorti prêt à l'emploi. Donc, si tu crois justement de quoi, tu n'as pas besoin de rien manipuler, ni même déposer ton sac, tu sors l'appareil, tu es prêt. Donc, ça, c'est peut-être une belle manière aussi de pouvoir c'est ça, transporter son matériel puis d'avoir accès à tout ça. Mais je pense que c'est surtout le confort qu'il faut. Si on est pour passer 12 heures dans la journée, faire 15 km, 20 km avec du matériel photo, ça n'a pas le choix d'être confortable. Sinon, Non, exact. surtout si on le fait plusieurs jours en plus, là, Ouais. ça va quand même être compliqué. Ouais, puis reste que tu as beau avoir le meilleur sac du monde, moi, tôt ou tard, ça finit par me rentrer un peu dans les épaules, mais je veux dire, Ouais. ça change quand même beaucoup, beaucoup pour la douleur puis le confort d'avoir un bon sac. Ouais. Puis ailleurs que dans le sac, ben, quand je traîne mes trucs dans l'auto, ben, je mets tout ça dans des valises, style Pélican ou Nanook, bien à l'abri, ou dans les armoires qui sont aménagées pour ça dans ma vanne, mais Ouais. tout le temps dans des cases qui sont comme un peu étanches, puis ça travaille super bien. Yes. Puis pour compléter la deuxième portion de la question aussi, quel accessoire pour toi est indispensable lors de tes sorties? Le sac, c'en est un. Trépied, une sortie sur deux, mon trépied, pour filmer. Puis sinon, accessoires, les jumelles, ça c'est clair. Les jumelles sont tout le temps dans mon sac à quelque part. J'en ai acheté une bonne paire l'année passée. C'est pas mal ça. Tu sais, à part les classiques, là, pas besoin de nommer des cartes SD, des batteries et des trucs comme ça, mais mettons, accessoire dont je me sers sur le terrain régulièrement, c'est jumelles, mon appareil photo, mon sac, mon trépied, des bonnes bottes, puis le tour est joué. Ouais, les jumelles, je suis vraiment d'accord. Moi, j'en ai des petites, mais qui sont super performantes, qui sont toujours accessibles aussi, parce que j'aime mieux toujours regarder, puis au pire, c'est une souche, mais c'est pas un animal, mais toujours prendre
pas prendre la chance de ne pas le regarder, puis finalement passer à côté d'une belle observation. Je pense que c'est vraiment la base. Ouais. Complètement d'accord. Yes. C'est pas mal ce qu'on avait comme en termes d'équipement. Prochaine section qui touche un peu plus le volet affaires de la photographie. On avait cette question de Clément. Ben en fait, volet à affaires, mais c'est très large. Là, on s'entend. Là, c'est plus le volet photo en général aussi. Quand atteignons-nous la limite de la triche et que pensez-vous des personnes qui éditent par rapport à la retouche et que pensez-vous des personnes qui éditent des images qui sont loin de la réalité? Peut-être tu peux parler un peu de peut-être ta vision de la retouche que tu fais sur tes images avant de peut-être te prononcer là-dessus. Oui, parce que c'est une question qui m'est quand même pas mal posée à la boutique, avec certaines photos particulièrement qui sont plus colorées, c'est est-ce que tu retouches tes photos? Ouais. Puis maintenant, en 2024, bientôt 2025, je veux dire, on retouche presque tout le monde, tous nos photos. Mais c'est vraiment la quantité puis de quelle façon on le fait que je pense peut avoir un impact sur le résultat final. Fait que moi, mon approche, c'est je veux que les gens, quand ils regardent ma photo, ils voient ce que moi je voyais quand j'étais sur place à ce moment-là. Ouais. Fait que si le ciel était de telle couleur, bien dans ma photo, le ciel, s'il n'était pas comme ça, bien, je vais l'éditer pour qu'il soit de la couleur que je voyais de mes propres yeux. Ouais. Fait que des fois, comme l'hiver, ça va être vraiment des retouches qui vont être très minimales parce que tout est blanc, le paysage est plus pur, il n'y a pas forcément de couleur, fait qu'on n'a pas grand-chose à faire. Puis il y a d'autres fois qu'il y a des paysages au coucher du soleil, par exemple, mais là, c'est pas les bonnes couleurs dans le ciel, c'est pas les bonnes couleurs dans l'avant-plan. Fait que mon but, c'est de me rapprocher de la réalité. Puis après, de faire des petites retouches comme les hautes lumières, si jamais le ciel est trop clair, je vais la baisser un peu. Les ombres, s'ils sont trop sombres, je vais les rehausser. La netteté, quand j'ai manqué un peu mon autofocus, puis des trucs comme ça. Mais est-ce que j'ajoute ou j'enlève des trucs à part des taches de poussière ou des taches sur le capteur? Non, jamais. Fait que j'essaie de faire en sorte que ce que je voyais, c'est ce que vous voyez sur la photo. Puis c'est vraiment ça mon approche. Puis honnêtement, si je passe 5 à 7 minutes à retoucher une photo, c'est beau, là. Ouais. Après ça, je passe à autre chose. Puis tu sais, c'est quoi là, justement la limite entre ça reste de la photo puis c'est une création digitale? Ouais. Pour revenir à la question de Clément. Ben moi, elle est dure à établir la limite, honnêtement. Là, c'est une bonne question, Clément, parce que maintenant, avec l'IA puis avec tous les outils auxquels on a accès, tu peux créer ton image au complet si tu veux. Là. Ouais. Tu peux partir d'un renard qui marche dans la ville puis le mettre en forêt. Là. Fait que, quelqu'un qui est moindrement habile peut reconstruire sa photo au complet. Fait que, moi, j'ai pas tant de problème avec ça si c'est indiqué. Ouais. Fait que si, par exemple, il y a une personne qui publie une photo de « je reviens à mon renard » puis que finalement, ben tout l'arrière-plan a été changé aussi ou ça, puis que c'est plus une composition de différentes images qu'une photo en tant que telle, puis que la personne l'indique, pas de trouble, ça devient un artiste digital, peut-être un peu moins un photographe, mais qui est quand même parti d'une photo. Ouais. Mais ça reste de l'art quand même, qui est très subjectif. Fait à chacun son approche. Moi, j'ai un problème où... Ben, un problème, le mot est fort, là, mais je suis moins à l'aise avec des images qui sont publiées comme étant 100% véridiques, alors qu'on voit clairement que ça a été remonté presque de A à Z, ou quelqu'un qui écrit sur une page un peu qui est clickbait, comme on dit en anglais, puis c'est genre une baleine qui saute en avant des aurores boréales, puis là, tout le monde dit magnifique photo, ben, tu sais, non. Pour moi, là, la limite est dépassée un peu, fait que... Ouais, j'essaie de rester le plus pur possible dans tout ça, puis les retouches m'aident à me rapprocher de la réalité et non m'en éloigner. Fait que c'est vraiment ça. Parce que ça reste quand même que, tu sais, l'appareil, c'est un appareil numérique, mais même ça capte des 0 et des 1. Ouais. Fait que, non, mais c'est ça pareil, tu sais, la photo, c'est que de l'information. Puis, tu sais, notre œil va s'adapter selon les conditions de lumière, va s'adapter selon... Fait que, tu sais, en fait, c'est là toute la beauté de la photo, c'est d'être capable de mettre sur une image que nous, on a vue à travers nos yeux. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est sûr que si, mettons, moi, je suis, je sais pas, dans la neige, je vois un animal, nanana, puis, tu sais, sur le coup, je sais pas, j'ai pas bien balancé mon exposition ou peu importe, ben, tu sais, moi, j'ai aucun problème à venir rééquilibrer ma photo, de venir, tu sais, remettre ça comme que moi je l'ai vu, tu sais, mais après ça, je prendrais pas un orignal mort, là, en faire un femelle, ou, tu sais, non, mais tu sais, il y a comme il y a après, comme tu dis, la limite, c'est flou, mais, tu sais, c'est de changer complètement la scène que tu as vécue pour en faire une autre,
c'est là que ça devient quand même compliqué. Mais, tu sais, quand tu disais que le monde te demandait si ça avait été retouché ou que le monde... ce que beaucoup de monde oublie aussi, c'est qu'il y a des techniques de prise de vue, des longues expositions, tu peux photographier au travers d'un buisson pour créer un vignettage naturel. Tu peux faire... Fait que, tu sais, il y a tout ce volet-là aussi qui... Si tu fais juste te dire, je vais le faire en post-prod à la maison, ou je vais le faire sur place, puis je vais créer mon flou sur place. Je vais créer ma... Tu sais, c'est là que c'est, en tout cas pour moi, la beauté de la photo, puis c'est là que ça devient difficile de faire une belle image. C'est justement, c'est tout le volet sur le terrain. Après ça, de faire une retouche à la maison, ben après ça, c'est pas hyper difficile, ou en tout cas de faire de quoi de... Mais tu sais, c'est ça. Moi, je fais plus... Je vois plus ça comme un développement d'image, plus que de la retouche en tant que telle. Ouais. Tu sais, c'est... Mais des fois, je t'avouerais que ça me titille des fois quand il y a des éléments humains. Tu sais, mettons, là, je vais être en pleine nature, je photographie un bel animal, puis il y a une tour cellulaire en arrière. Ou des affaires comme ça qui... ça me tiraille de genre l'enlever. Fait que des fois, c'est tough. Tu sais, c'est ça. Mais après ça dépend tout le temps de ce qu'on fait avec la photo aussi. Il y a bien des concours, puis c'est bien correct, puis je suis entièrement d'accord avec ça, qui n'autorisent pas le fait d'avoir retiré des images et tout ça. Mais tu sais, moi, quand je rencontre mon animal, ben, je le vois peut-être d'un œil de photographe, mais tu sais, je vois pas la tour en arrière. Moi, ma scène, je suis en pleine nature avec un animal. Des fois, je trouve ça dommage d'avoir des éléments humains comme ça dans la photo, mais tu sais, c'est ça. C'est pas toujours évident à gauge, tu sais, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça. Ça revient à ce que tu disais. C'est ça la beauté de la photo, c'est que il y a tellement de choses à prendre en ligne de compte. Faut bien se positionner, il faut choisir les bons paramètres, il faut avoir la bonne balance des blancs, il faut avoir la bonne netteté, il faut tout avoir. Puis le travail d'un photographe professionnel, en mon sens, c'est de faire tout ça très bien pour que le résultat final, même avant de faire les retouches ou le post-traitement, qu'il soit déjà bon, en fait. Exact. Fait que tu sais, moi, est-ce que je publierais cette photo-là en RAW avec un peu moins de vivacité, puis peut-être des hautes lumières brûlées, puis des ombres? Peut-être, oui, je le ferais quand même, mais là, j'ai accès aux retouches. C'est un outil de travail qui est super efficace. Fait que c'est sûr qu'on passe par là. Puis de toute façon, c'est un peu notre développement du fichier, finalement, qui était anciennement à l'argentique, pour pouvoir se rapprocher de la réalité. Exact. Puis tu sais, ça reste quand même qu'il y a une certaine démarche artistique aussi qui se fait par le post-traitement. Comme... Tu sais, je veux dire, des HDR, ils s'en faisaient même des années 1800, des expositions multiples. Tu sais, le monde, il peignait sur les... Fait que, tu sais, le monde qui dit « Ah, c'était mieux dans le temps de l'argentique, là. Il y en avait de la retouche qui se faisait aussi. » Mais tu sais, ça reste quand même que c'est ça, c'est de la manière que tu vois ta photo. Puis, c'est ça. C'est une question qui est quand même... C'est assez complexe. C'est pas... tu sais, la ligne est floue entre... mais tu sais, moi, ça m'arrive souvent je sais que quand je vais prendre cette photo-là, je sais exactement de quoi elle va avoir l'air quand je vais finir mon post-traitement. J'ai fait une photo récemment d'un mouflon, puis il était sur une corniche avec le ciel derrière, puis je savais très bien que j'allais mettre mon exposition très très basse, avoir juste une silhouette, boucher mes noirs. J'avais pas fait la photo encore, puis je savais de quoi qu'elle allait avoir l'air. Fait que c'est ça, c'est quand même, c'est ça. Mais je la voyais comme ça, puis la scène que je voyais, c'était ça aussi, puis c'est ça. C'est complexe. Ouais, c'est très complexe, mais si je peux résumer, moi perso, le plus de travail que je suis capable de faire sur le terrain pour m'en éviter sur l'ordinateur, le mieux. Ouais. Puis comme tu disais, quand c'est création numérique, si c'est dit, c'est dit, après ça, c'est bien correct. Puis même il y a beaucoup de concours maintenant il y a un volet création numérique. Exact. Puis c'est bien correct comme ça aussi. Là. Mais voilà. Next, de Grégory, je pense que c'est la même personne, non, c'était Clément tantôt. En 2024, sans entrer dans les montants, quelle est la tendance des clients face à nos produits respectifs? Print, produits divers, ateliers, tout ça. Fait quelle proportion de notre, mettons, chiffre d'affaires correspond à quoi? Ouais, ou tu sais... est-ce que ça a monté, baissé par rapport aux autres années? Je pense que c'était plus de cette vision-là que notre ami nous posait la question. Ouais, je comprends. Vois-tu un engouement grandissant envers les produits de photo ou l'inverse? Moi, je vois un engouement grandissant
dans dans quoi je mets des efforts. Je sais pas si c'est clair de la façon que je le dis, Ouais. mais si une année, je décide de pousser les prints, les cadres puis les produits dérivés, ça va être ça. Si l'année d'après, je décide de créer des ateliers puis c'est ça que je pousse au bout, ben ça risque d'être ça qui va augmenter. Fait que Ouais. je pense que c'est propre à chacun parce que, exemple, toi, tes revenus viennent pas du même endroit que moi, du Ouais. tout, du tout. Moi, j'ai pris l'approche de produits dérivés puis de boutique en ligne depuis déjà presque 5 ans. Puis c'est là-dedans que je mise. Fait que la boutique physique, la boutique en ligne, c'est 80% de mon chiffre d'affaires. Ouais. Puis le 20%, ça va être genre des licences que je vais vendre à des sociétés de tourisme ou des entreprises ou des trucs comme ça. Mais moi, c'est vraiment, vraiment les produits dérivés, puis en grande majorité, les impressions puis les cadres. Puis ça a toujours été ça depuis presque 5 ans maintenant. Ouais. Mais est-ce que tu as l'impression que le monde s'intéresse plus à la photo nature, donc forcément le monde s'intéresse plus, veut acheter plus de produits, ou tu vois pas cette corrélation-là entre les deux? Je le vois un peu, mais pas forcément envers la photo de nature, mais envers un photographe que les gens vont aimer plus qu'un autre. Pas moi ou n'importe qui, mais plus si quelqu'un tripe sur le travail d'un individu en particulier, puis des photos qu'il fait, ça risque d'être cette personne-là qui va encourager, j'ai l'impression. Ouais. Puis fait que c'est plus... moi, ce que je remarque, c'est que je pense vraiment que les gens achètent une photo qu'ils aiment, oui, c'est sûr et certain, mais ils achètent aussi un produit d'un humain qu'ils aiment. Ouais. Ça, c'est super important. Puis je pense que les médias sociaux, ça a vraiment eu un impact à ce niveau-là. Puis oui, les gens, depuis la pandémie, sont plus près de la nature québécoise. Puis je pense que ça paraît quand même dans l'intérêt qu'on a pour, pour les produits dérivés. Là. Ouais. Ouais. Ben, avec les ateliers, moi, je vois quand même pas mal ça, entre autres. Là. Tu sais, ben, le fait que les gens s'intéressent plus à la photo, plus à la nature, ben, forcément, dans moi, tu sais, moi, je montre, j'enseigne comment capturer ça ou comment être capable de trouver des animaux, peu importe. Ben, c'est sûr que les gens, ça les intéresse quand même plus. Donc, le bassin de clients potentiels a quand même augmenté. Quoique l'offre de produits de d'autres photographes aussi a augmenté. Donc, c'est sûr que ça vient avec aussi. Là. Mais oui, tu sais, moi, je sens quand même qu'il y a une certaine croissance là-dedans. Là. Mais après ça, comme tu dis, tu sais, il faut pousser en fonction de ce qu'on veut faire aussi. Là. Tu sais, si je pousse... Tu sais, je pourrais pas non plus genre juste mettre des ateliers en ligne puis pas en parler puis que ça se remplisse tout seul. Tu sais, il faut, tu sais, il faut Non, si c'est tu ça. pousses pour faire de l'impression, ben c'est sûr que si tu pousses pas pour faire de l'impression, ça va être tough que ça augmente. Là. Ben oui, c'est clair. Je veux dire, tu peux pas vendre de quoi que tu mets jamais de l'avant, c'est impossible. Ben Il non, faut que c'est tu parles ça. de tes ateliers, il faut que je parle de Exact. mes prints, puis c'est comme ça qu'on fait croître Ouais. ces revenus-là. Yes. On avait une autre question qui disait, ben justement, tu sais, ça vient faire un petit lien. Que pensez-vous de toute cette nouvelle génération de photographes qui se sont mis à la photographie pendant la COVID? Est-ce que cela a impacté de façon positive ou négative votre métier et business? Grosse question. Ouais, quand même. Hein? Ah, c'est une grosse question parce que il y a tellement de réponses possibles, en fait. Là. Est-ce qu'on le remarque? Oui, là, tu sais, clairement, il y a pas 10 fois plus de photographes qu'avant, mais il y en a vraiment, vraiment plus. Ça, c'est sûr. Clairement. Fait que moi, à la base, mon premier réflexe, ça a été de dire, ben les gens s'intéressent plus à la nature, tant mieux. Mais il y avait un petit côté de moi, je pense, qui est un peu trop naïf. Puis je me disais que tous les gens, en fait, toutes les personnes qui font de la photo de nature, c'est parce qu'ils aiment profondément la nature, mais c'est pas tout le temps le cas, malheureusement. Non. Fait que je suis super content qu'il y ait des nouveaux passionnés puis amoureux de faune puis de nature québécoise. Je suis un peu moins content quand il y a des nouvelles apparitions de photographes qui sont un peu plus paparazzi, je vais dire, puis qui sont plus à la recherche de clics, puis de mentions j'aime, puis de followers que d'une connexion profonde avec les animaux. Fait que ça, oui, je suis content quand il y en a plus, quand ils ont les bonnes intentions. Je trouve ça un peu dommage quand les endroits naturels sont saturés de personnes qui respectent pas ce qui nous appartient finalement. Exact. Effectivement, je pense qu'il y a eu un afflux autant d'amoureux de la nature que de gens qui cherchaient un peu justement la photo spectacle. Puis ils ont vu que c'était cool ou que c'était... Ça pognait. Ça pognait, c'est ça, exact. Puis, tu sais, c'est un peu les... Tu sais, c'est pas la nature qui les amène vers la photo, mais c'est la photo qui les amène vers la nature. Fait que des fois, quand tu as ce chemin-là, je trouve que des fois, justement, ça peut... Des fois, ça peut ne pas avoir un effet... Ça peut avoir un effet positif, mais je pense que dans la majorité des cas, c'est plus négatif que positif. Là. Puis, tu sais, on se le cachera pas que depuis, justement, la COVID, tout ce qui est attroupement de photographes, il y en a beaucoup plus. Puis c'est en termes de, justement, les animaux, la nature... C'est comme les derniers qui en bénéficient, en fait. Là. Ben oui. En fait, c'est eux autres qui vont
avoir les effets négatifs de ça. Là. Mhm. Que ce soit par les piétinements, les déchets, puis sur les animaux aussi, entre autres, là, le dérangement. Puis tu sais, même, c'est sans être même les photographes, le fait, mettons, que sur des sentiers de randonnée, tu as 4 fois plus de monde, tous les animaux qui étaient autour de ces sentiers-là, qui avaient la paix pendant 8 heures, 10 heures par jour, ben maintenant, ça peut être limité pas mal plus, tu sais, fait que, tu sais, il y a tout ça, là, c'est un peu... sauf que, tu sais, moi, je veux pas mordre non plus la main qui me nourrit, parce que, tu sais, il y a plus de monde qui font de la photo, c'est plus de clients pour moi aussi. Ouais. J'allais te demander, justement. C'est touché, mais tu sais, moi, dans mes ateliers, j'essaie vraiment de mettre, tu sais, présentement, beaucoup ça de l'avant, puis le fait de justement être respectueux, pas faire de bruit, Mhm. de pas partager à outrance les spots, de faire attention avec ça. Puis j'ai espoir aussi que ce qui se passe dans mon atelier, ça continue dans la pratique de ces personnes-là après aussi. Fait qu'en tout cas, j'essaye tant bien que mal d'avoir un petit effet là-dessus, mais c'est quand même compliqué. Là. Ouais. C'est qu'on pourra jamais rejoindre tout le monde. Non. Puis sensibiliser la planète entière à l'éthique avec la photographie animalière. Il y en a toujours qui vont soit s'en foutre ou qui vont juste pas être au courant des principes de base. Fait que, encore pour résumer, oui, c'est le fun qu'il y ait des nouveaux amoureux de la nature. Est-ce que c'est aussi le fun qu'il y en ait qui la respectent pas? Non. Fait que moi, je suis tout pour plus de passionnés, mais il faut que ce soit des passionnés puis vraiment des amoureux de la nature. Exact. Ensuite, on avait comment avez-vous pris l'arrivée, ça vient faire encore un petit lien avec ça, l'arrivée des Reels sur Instagram, Facebook, TikTok, et que pensez-vous des effets négatifs de cela sur l'industrie de la photo, comme certains photographes qui se sont mis dans le spotlight sans réel talent en réalité? Bon, c'est pas nos mots, mais qu'est-ce que tu penses de ça pour ton travail? Je pense pour la photo en général, là, mettons, là, pas juste le travail. Là. Mais je pense que, de façon générale, des photographes, les Reels, ça a comme mal été reçu, là, je pense. Ouais. Je vais parler pour moi, mais c'est sûr qu'au premier coup d'œil, j'étais comme, pourquoi les Reels, puis je peux plus... Donc pour ceux qui ne savent pas, un Reel, c'est un petit vidéo qui dure moins d'une minute. Et c'est très succinct. Souvent, c'est moins de 20 secondes aussi. Souvent filmé au téléphone cellulaire ou sinon des formats verticales. Ouais. Juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Non, t'as bien fait de le souligner. Nous, on baigne trop là-dedans. Ouais, fait qu'on le sait. Là, mais ouais, je pense qu'au début, j'avais comme une mauvaise opinion des Reels. Finalement, j'ai commencé à en faire moi aussi. Puis ce que j'ai réalisé avec... Tu sais, ça fait déjà quelques années quand même que ça roule bien, là, les Reels. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que le milieu va toujours être en changement, des médias sociaux entre autres, puis le milieu de la photo en général. Puis si on ne s'adapte pas, sans forcément suivre toutes les tendances, parce qu'il y en a qui n'auront pas de bon sens, là, mais si on ne s'adapte pas, on va carrément manquer le train. Fait que sans tomber dans l'excès de juste faire des reels, si c'est un nouvel outil de travail, puis ça me permet de sensibiliser encore plus de gens à la beauté de ce qui nous entoure, je vais en faire des reels avec des belles séquences vidéo. Je vais peut-être en faire moi aussi là, des reels qui vont pogner puis qui vont être un peu plus clickbait entre guillemets parce que ça m'aide à rejoindre le monde. Est-ce que j'aimerais ça revenir à l'époque où publier une photo c'était suffisant puis qu'il y avait des milliers de personnes qui les voient? Oui. Est-ce que je m'adapte à la réalité actuelle? Aussi. Fait que, c'est ça. C'est un peu ça mon opinion. Je pense que tu en as parlé un peu. Tu as comme glissé dans le cadre de ton travail. Puis ce qui est difficile, c'est quand c'est associé à un revenu. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, comme nous, c'est notre travail, c'est difficile de passer à côté. Tu sais, on peut difficilement dire, moi, ça m'intéresse pas, j'en fais pas. Tu sais, si, mettons, tu vas aller chercher, t'atteins 100 000 personnes de moins à cause de ça, ça a un impact sur ton revenu, puis la quantité de print, ou en tout cas, de clients, tu sais, ça a un impact sur ton reach envers la clientèle. Donc, tu sais, on a le choix, mais pas tant en même temps aussi de pas embarquer là-dedans. Tu sais, la première affaire que tu fais quand tu vas voir un commerce, surtout dans le terme de photographe ou peu importe, tu vas voir sa page Facebook, tu vas voir sa page Instagram. C'est vrai. Tu peux difficilement être en tout cas, surtout dans ce qu'on fait, être photographe puis te dire « Hey, j'aurais pas Facebook. » Ou « J'aurais pas de site web. » Ou tu sais, fait que tu sais, c'est difficile de pas embarquer là-dedans.
c'est ça. C'est un autre volet de... Tu sais, c'est bien beau des fois la vidéo, mais de mettre une image en vidéo, tu sais, un moment donné, tu sais, sur Instagram, là, c'était juste, ça durait 10 secondes, c'était « I'm a photographer. I took this photo. » Tu sais, t'avais juste ça, puis là, t'avais une photo. Mais tu sais, moi, c'est les Reels qui ont pogné le plus là, que je faisais avec ça, mais je trouvais ça, tu sais, vraiment de la chenoute, là, puis j'haïssais ça, faire ça. À un moment donné, j'ai arrêté, là, je me suis dit, là, c'est assez, là, je veux dire, j'ai aucun plaisir à faire ça, puis je trouve ça complètement ridicule, mais c'est ça qui pognait dans ce temps-là, puis là, tu sais, ça va être d'autres modes, d'autres ci, d'autres ça. Fait que, tu sais, c'est un peu pour ça que, tu sais, pour revenir à ce qu'on parlait au début aussi, de tout l'aspect du contact humain avec les personnes, avec ta boutique, avec mes ateliers, c'est un peu ça aussi. Tu sais, je trouve je m'éloigne, en tout cas, personnellement, je m'éloigne un peu de ça pour me recentrer sur ce que j'aime faire dans la photo. Puis ça, je déteste ça. Fait que, tu sais, j'en fais pas tant des affaires de Reels comme ça. J'aime ça en voir quand c'est des vidéos d'animaux, là, mais tout le reste, là, j'ai un peu de misère avec ça. Ben, je pense que avec le temps, moi, ce que je me suis dit, c'est est-ce que moi, comme consommateur, je regarderai la vidéo que je vais publier à l'instant? Puis si c'est la réponse, c'est oui, j'aimerais ça voir ça, mais je vais le publier. Puis si je tombe trop dans les gimmicks de tendance, puis de trends, puis de trucs comme ça, puis je me dis, j'aurai pas de plaisir, puis je le regarderai même pas moi-même, je le publie plus. Il faut que j'ai du fun à consommer mon propre contenu à moi, parce que sinon, on se dénature, puis ça fait plus de sens. Hein? Puis pour le deuxième volet de la question, qui était plus croustillant, c'est vrai là quand même que ça a mis des photographes dans le spotlight, dans la lumière qui... Pas qu'ils ne méritent pas, là, c'est vraiment pas ça, puis pas qu'ils n'ont pas de talent non plus, mais c'est faux de penser maintenant, avec la tendance des Reels, puis le fait que ça a fait exploser le nombre d'abonnés de certains, que le plus grand nombre d'abonnés est égal au plus talentueux des photographes. C'est pas ça. Là. Mais je pense que c'est même... Tu sais, ça dépasse les Reels, justement. Ben oui. C'est les médias sociaux en général. Là. C'est que tu as des gens qui ont des portées hallucinantes, des fois avec des contenus qui sont de moins bonne qualité aussi. Tout à fait. Puis tu sais, pour revenir aux Reels, mais une vidéo prise au téléphone cellulaire peut faire des millions de vues. Puis une vidéo que tu as pris une semaine à faire peut faire 100 vues. Exact. C'est pas nécessairement gage de qualité. Bon, après ça, il y en a des très beaux Reels qui ont beaucoup de vues aussi. Mais c'est ça. Des fois, c'est pas gage, comme tu dis, de qualité ou... Non, vraiment pas. Fait qu'on arrive dans un segment un peu plus vision. Ouais. Puis il y a des bonnes questions là-dedans, je pense. Honnêtement, là. La première, c'est quels sont les photographes qui nous inspirent et regardons-nous le travail des autres photographes? Est-ce qu'on se compare? C'est drôle parce qu'on a jasé un peu, là, parce que on a, en tout cas, puis tu pourras peut-être développer là-dessus, mais moi j'ai souvent justement l'impression que mes shots, c'est de la chenoute quand je regarde le travail des autres. Tout le temps un peu cet aspect de justement comme faire jamais rien de bon ou tu sais, j'aurais dû faire ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est pour ça que je regarde le travail des autres, j'admire le travail des autres aussi, mais j'essaie de pas trop me comparer parce que souvent, soit ça peut facilement comme peser un peu sur le moral et tout ça, puis tu sais, la photo, c'est ça qui est beau aussi. On a tous des styles différents, on a toutes des manières d'approche, des manières de photographier qui sont différentes. Fait que des fois, c'est difficile aussi de comparer un peu. Fait que, tu sais, je me compare pas trop, mais tu sais, moi, il y a beaucoup de photographes que j'aime beaucoup le travail, le tien, entre autres, que j'aime vraiment beaucoup. Puis, tu sais, j'en ai beaucoup parlé aussi, mais, tu sais, outre le volet animalier, mais tes photos sous-marines, tes photos... je pense que tes photos de vagues, man, ça me fait capoter. Fait que, tu sais, il y a pas mal ça. Après ça, tu sais, tout un peu, tu sais, nos collègues au Québec, Jean-Simon, Éric, tu sais, puis tout le volet un peu de la persévérance aussi, tu sais, outre le travail, le volet photo, tu sais, la qualité des photos, tout le travail qui est derrière aussi. Là, tu sais, c'est déjà pas évident d'en vivre au Québec, mais tu sais, tout, c'est ça. Il y a cet aspect-là aussi. Oui, il y a beaucoup d'autres photographes que je peux un peu dropper comme ça. Il y a Paul Ziska, qui est un Québécois qui habite dans l'Ouest canadien. Ses photos de plein air, paysages, photos de nuit, c'est hallucinant. Là, les compositions, hein? C'est vraiment hot. Puis il y a eu un petit documentaire là, avec Mathieu Lelay sur son travail. C'est vraiment hot. Là. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé.
évidemment, ça va faire cliché, mais tu sais, j'aime beaucoup Vincent Munier aussi. Je trouve que son C'est travail est sûr. très intéressant. Il y en a plein. Jérémy Villet, Laurent Gélin, je crois, son nom de famille, là, avec tout son travail avec le lynx en Ouais. Europe. Euh, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup, tu sais, c'est ça qui est un peu difficile. On est un peu dans un monde où il y a vraiment beaucoup de photographes aussi, là. Tout à fait. Mais moi, il y en a un que, tu sais, aujourd'hui, j'apprécie son travail, mais c'est pas quelque chose qui me jette à terre. Mais il y en a un qui m'a mené vraiment vers vouloir vivre la photo animalière, puis la photo de paysage, c'est Art Wolf aux États-Unis. Ouais. Il y avait une série là, qui s'appelait Travels to the Edge, là, que j'ai vraiment beaucoup aimé, là, où on le suivait sur le terrain, en Alaska et tout ça. Puis, tu sais, ça, c'est des graines qui ont été semées, puis j'ai beaucoup voulu recréer ça avec mes photos. Il a fait des très beaux livres aussi, là, donc Mhm. c'est un peu ça, tu sais, des photographes qui m'inspirent rapidement comme ça, mais tu sais, après ça, il y a des belles photos que je vois passer tout le temps, là, tu sais, Ouais. c'est un peu difficile justement de pouvoir comme se démarquer du lot parce qu'il y en a vraiment beaucoup des bons. Ouais. C'est ça qui est tough. Et toi? Ouais, ben il y a les mêmes noms qui reviennent. Tu sais, au Québec, c'est sûr qu'il y a les Jean-Simon, les Eric, Maxime, toi, évidemment. Tu sais, c'est tous des gens de qui on s'inspire. Puis surtout quand on partage le même territoire, c'est le fun de voir la vision des gens, je trouve, d'un même endroit qui peut être complètement différente. Tu sais, Ouais. mettons, toi et moi, on va à Forillon demain matin. C'est sûr qu'on ne sort pas avec les mêmes photos. Peut-être les mêmes sujets, mais pas forcément les mêmes angles, pas forcément la même lumière, les mêmes compositions. Fait que Mm. sans forcément me comparer, oui, je regarde le travail des autres, puis oui, c'est sûr qu'éventuellement, on tombe tous un peu dans la comparaison, puis ça peut être rapidement déprimant, mais il faut essayer d'éviter de faire ça et plus se dire, ah, crime, c'est tellement beau ce que cette personne-là a créé, c'est admirable de voir la composition à laquelle la personne a pensé, puis de le voir d'un volet plus créatif, puis s'inspirer et non Mm. se comparer. Ouais. Puis pour des photographes qui m'inspirent, mais là, c'est sûr que moi, c'est beaucoup des photographes sous-marins. Mario Cyr, Ouais. qui est un aventurier hors pair, là, tu sais, ce qu'il a fait dans sa vie, c'est fou raide, là. Ah, ouais. C'est fou raide. Puis les expériences qu'il a vécues, moi, ça me fait capoter bien raide. Paul Nicléan aussi, qui est un photographe du BC. Puis lui, tout le volet conservation, puis mise en valeur de la nature, puis il milite vraiment, vraiment pour des causes qui lui tiennent à cœur. Puis il investit beaucoup d'argent et de temps là-dedans. Puis je trouve ça vraiment respectable. Il y a sa conjointe aussi qui s'appelle Christina Mittermeier, qui est aussi dans la même veine de photographe conservationnistes qui veulent Mm. faire de la grosse protection de la nature au travers de la photo. Fait que moi, ça m'inspire vraiment de voir des personnes comme ça qui font ça pendant des décennies, Mm. puis qui continuent de militer pour des trucs qui leur tiennent à cœur. Fait que je reviens à dire qu'au lieu de se comparer, oui, on regarde le travail des autres, mais il faut vraiment s'en inspirer puis Ouais. se dire, pas se dire, ah, j'aurais dû faire telle affaire dans ma photo, mais plus comme, ah, cette approche-là est tellement cool. Ouais. Tu sais, comment moi je pourrais transmettre ça dans ma vision puis dans mon travail. Fait que Mm. c'est un peu comme ça que je le verrais. Mhm. Intéressant. Ouais, longue réponse, mais Ouais, non, ça non. résume bien. Non, c'est bien. Deuxième question, quelle est la chose la plus frustrante dans votre travail de photographe animalier? Euh, si je parle un peu plus peut-être du volet d'atelier, justement, tu sais, dans le fond, mon travail quand je donne un atelier, c'est pas que moi je fasse des photos, c'est que mon client fasse des photos. Fait que c'est sûr que ça m'arrive de soit passer à côté des belles occasions de prendre de belles images aussi. Parce que souvent, quand je vais voir une belle situation, mon premier réflexe, c'est pas de prendre une photo, c'est d'aller chercher mon ou mes clients. Fait que ça arrive des fois que tout le monde est capable de faire des photos. Ça arrive que des fois, il y a personne qui est capable de faire des photos. Euh, Fait que, tu sais, des fois, de passer à côté de ces moments-là, puis tu sais, ça peut être un peu frustrant aussi, sauf que quand mon client, il fait une photo de fou parce que je suis allé chercher tout ça, parce qu'il a vécu un moment vraiment, c'est sûr que ça, c'est vraiment plaisant, là. C'est sûr que, tu sais, quand je donne des ateliers, il faut que je laisse un peu de côté tout mon aspect de photographe, Ouais. puis que c'est plus le volet guide qui prend le dessus. Fait que ça, des fois, tu sais, c'est comme deux choses qui rivalisent l'une avec l'autre. Fait que des fois, ça peut être quand même difficile de passer outre le fait que je veux faire des photos. Puis, tu sais, ça m'arrive des fois d'avoir des clients aussi qui n'ont pas nécessairement les mêmes capacités physiques que moi. Mhm. Puis, dans le fond, qu'on n'a pas nécessairement accès aux mêmes endroits, aux endroits où je voudrais aller, ou que je veux les amener faire photographier tel animal, puis que c'est pas possible. Fait que ça, c'est sûr que c'est toujours un peu difficile.
Un peu frustrant. Ben, tu sais, je dirais peut-être pas frustrant. Je n'en veux pas à personne. Là, mais tu sais, mais c'est ça. Mais quand mon client n'est pas capable de faire sa photo, de ne pas prendre une photo, de ne pas pouvoir voir un moment, tu sais, au printemps dernier, on essayait de photographier des renards dans le cadre d'un atelier de plusieurs jours. C'était une partie de l'atelier, mais c'était pas l'atelier en entier. Mhm. Puis je suis le seul à en avoir vu quand je me promenais, puis à chaque fois que j'allais chercher les autres, je revenais, puis ils étaient plus là. Fait que même si on était sur le bord de la tanière et tout, fait que tu sais, ça, des fois, c'est frustrant parce que je veux que les gens en profitent, je veux que les gens puissent admirer ça. Ouais. Fait que ça, des fois, c'est tough. Puis toi? Ben, frustrant, comme tu dis, le mot est fort, là, mais je pense que ce qui me chicote le plus des fois, c'est qu'avec la boutique physique maintenant, ben, des fois, il va faire 25, 26, pas de vent, gros soleil en plein été, puis j'ai le goût là, d'être dans l'eau en train de faire des photos sous-marines, c'est certain. Ouais. Mais il faut que je sois à la boutique pour répondre aux gens, puis offrir un bon service client. Puis pas de faire, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. J'aime ça voir le monde, puis je trouve ça super cool d'être là. Mais c'est clair que je me dis que des fois, je pourrais être dans l'eau avec des phoques, je pourrais être dans l'eau avec Ouais. des méduses, surtout l'été qui est relativement court à Rimouski, là, moins qu'avant, mais des fois j'ai l'impression de manquer des opportunités à ce niveau-là parce que je me suis, en très gros guillemets, enfermé dans mon local puis dans ma boutique. Mais c'est vraiment un feeling qui est éphémère parce qu'après ça, il y a des clients qui entrent, j'ai une super belle discussion avec eux, puis j'oublie tout. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais C'est ça, comme, tu sais, c'est frustrant, comme tu disais, le mot est fort, mais c'est pas. C'est c'est ça. Il y a tout le temps l'aspect positif, souvent, ben oui, aux frustrations, tu sais. Fait que ouais, c'est pas juste fâchant, tu sais. ouais. Et, Puis dernière affaire qui me frustre un peu, mais on en a parlé rapidement dans une autre question, c'est j'ai quand même de la misère, puis ça me fâche des fois aussi de voir le gros manque de jugement de plusieurs personnes, photographes ou pas, quand ils sont dehors dans des endroits avec des animaux. ah, ouais. J'ai vu des comportements aussi aberrants que de lancer des roches à un renard pour attirer son attention ou lancer des bâtons de bois. Ça, c'est des trucs qui peuvent... C'est rare que je suis fâché, mais des fois, il y a des affaires de même qui me fâchent. Ah, ouais. Puis, tu sais, des fois, j'essaie d'intervenir de façon ultra diplomate puis très polie, mais juste pour expliquer que c'était pas la bonne chose à faire. Fait que, c'est deux petites affaires-là, peut-être. Ah, ouais. Ouais, effectivement, cohabiter avec autant des photographes que juste des gens qui sont présents dans les parcs nationaux et tout ça, tu sais, Ouais. c'est pas évident, tu sais, on n'a pas toute la même vision de la nature, on n'a pas toute la même vision de profiter de l'extérieur, puis tu sais, des fois, t'en as vraiment que tu te demandes pourquoi ils sont là. Ouais. Puis c'est vrai que ça, c'est une très grande source de frustration. Petite tension, Ah des fois. ouais, non, exactement. OK. Quels sont, celle-là, je la trouve bonne. Quels sont nos prochains défis et le planning derrière? Parce que tout le monde, c'est pas vrai. Plusieurs personnes peuvent penser que des photos, ça se fait en clignant des yeux. Ouais. Mais souvent, il y a quand même une partie de planification, là. C'est quoi ton Ouais. prochain défi? Ben, tu sais, je pense que le plus gros défi, même global tout, c'est d'aller chercher quelque chose de différent de ce que j'ai déjà fait aussi. Là. Tu sais, d'essayer de pousser un peu plus loin ou tu sais, d'aller chercher des. Tu sais, je me dis, OK, bon, j'ai des photographies de renards. OK, bon, j'ai fait des portraits, j'ai fait. Non, non, mais qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour la prochaine année? Tu sais, fait que c'est ça, c'est quand même un bonne partie du travail qui est assez difficile à réaliser. Puis, tu sais, d'aller chercher tu sais, justement, des cadrages qui sont différents, des biotopes différents, ou de mettre peut-être plus. J'ai souvent tendance à prendre beaucoup l'animal sans mettre énormément de biotopes autour. Tu sais, j'essaie de c'est ça, créer des trucs un peu plus différents avec plus d'environnement autour. Puis peut-être d'explorer des nouveaux secteurs, des nouveaux coins. Tu sais, on est un peu confortable. En tout cas, moi, dans mon cas, je suis comme confortable dans les secteurs que je connais parce que je sais que ça peut être bon, je connais les possibilités mais d'explorer des nouveaux coins, puis des coins qui sont moins, qui seraient nouveaux et tout ça, ben, c'est toujours difficile parce que tu sais que tu as une garantie ou presque une garantie quand tu vas ailleurs. Fait que, c'est ça, un nouveau défi, explorer des nouveaux coins, faire des photos différemment, je pense que ça ressemble à ça. Puis C'est toi? déjà quand même un gros défi, là. Ouais. Juste faire des photos différemment, tu sais, ça Ouais. peut paraître anodin, mais quand ça fait 10, 15 ans que tu fais de la photo, à un moment donné, les renards, tu les as vus, les orignaux, tu les as vus, puis tu essaies de créer des nouvelles affaires, là. Fait que c'est un beau défi, je trouve. Ouais. Et toi? Ouais, moi, plus précisément, mettons que si j'avais un animal ou une espèce à cibler, ce serait probablement le loup, que j'ai eu la chance de croiser extrêmement rapidement à la baie James, puis ça m'est resté dans la tête, bien raide. Fait que là, je veux le voir plus longtemps. Même pas d'un point de vue photo pour l'instant, je veux juste
je veux essayer de passer du temps avec le loup. Puis à Rimouski, on n'en a pas. Au sud du Saint-Laurent, ici, il n'y en a pas. Fait qu'il faut que je me déplace sur la Côte-Nord. Et donc, ça nécessite un peu plus de planification, du moins d'un point de vue voyage. Il faut que j'aille ailleurs. Fait qu'hiver prochain, je vais réessayer pour le 3e hiver d'en voir dans un secteur que j'avais déjà un peu prospecté, puis je le sais qu'il y en a. C'est un très, très bon défi. Là. Le loup, l'odorat, il est ultra fin, puis ils sont durs à voir. Fait que j'ai pas forcément de planning précis, mais j'ai un secteur en tête que je veux réexplorer encore pour essayer de le voir. Fait que d'un point de vue animaux, ce serait ça. Puis sinon, j'ai le même objectif que toi, de façon plus générique, de essayer de créer des nouvelles affaires qui me rendent super fier. De faire des photos que je fais comme hey, crime. C'est rare que ça m'arrive, honnêtement. Là. Je pense qu'on est un peu comme ça tous les deux, mais de vraiment essayer de faire des photos qui sont différentes de ce que j'ai fait dans le passé. Pas forcément des nouveaux animaux, mais une nouvelle compo, un nouvel environnement, un nouveau paysage, une nouvelle lumière, des techniques photos que j'ai jamais essayées avant, mais de pousser mon art le plus loin que je peux d'un point de vue créatif. Je pense que c'est quelque chose qui est super motivant pour rester dans le loop puis de rester dans le métier, justement. Ben, c'est pas évident, après ça, comme tu sais, de se renouveler ou, tu sais, puis, tu sais, on en a parlé plus tôt, tu sais, c'est de suivre pas les tendances, mais, tu sais, le monde de la photo, ça évolue, tu sais, c'est... Même là, ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être qu'on aurait l'air de des extraterrestres si on regardait ça d'un œil d'il y a 20 ans. Mais c'est de trouver justement des petites... C'est ça qui est top, c'est ça qui est beau de la photo, c'est que tu peux prendre des photos d'un même sujet, puis l'explorer pendant 20 ans, puis faire de quoi de différent chaque année. Oui, puis il y en a qui le font, là. Il y en a qui le font, qui vont travailler toute leur carrière sur un animal précisément. Je pense à... Il n'a pas fait juste ça, mais il y a un nom qui me vient en tête, c'est Andy Parkinson, il me semble. Puis lui, il a travaillé vraiment beaucoup, beaucoup avec le lièvre dans le Nord. Puis il y a des photos qui sont absolument insane. Mais il a tellement mis de temps avec un animal dans un environnement précis que c'est sûr qu'avec les années, il ressort avec les meilleures photos de cet animal-là parce qu'il a tellement investi de temps. Fait que bref, je sais pas exactement où je voulais en venir avec ça, mais je trouvais ça intéressant, cette approche-là, de mettre des efforts dans des trucs qui nous tiennent à cœur. Puis dans la même optique, c'est la question qui suivait, mais dans 5, 10, 15 ans, est-ce que tu te vois encore faire ça? C'est quoi ton plan de carrière pour les 10 prochaines années? C'est gros! Ouais, non, mais pour vrai, j'ai aucune idée. C'est sûr que j'aime ce que je fais, donc c'est sûr que je veux pas nécessairement que ça s'arrête. Forcément, après ça, je vieillis, j'ai une famille et tout ça. Fait que c'est sûr que, d'un point de vue de viabilité à long terme, est-ce que je vais être capable de faire ça encore pendant 15-20 ans? Je me pose la question aussi. Fait que, j'arrive un peu à un âge où je me remets... Ben, de toute manière, je me suis toujours remis un peu en question dans ce que je faisais. Là, mais c'est sûr que, moi, je me vois, en termes de photos, jamais arrêter la photo parce que j'aime tellement ça, j'aime tellement la nature et tout ça. Après ça, c'est peut-être la manière que je le fais ou peut-être que ça va changer, je sais pas. Il y a 5 ans, je faisais pas du tout ce que je... Ben, en tout cas, pas de la même manière que je le fais présentement. Puis dans 5 ans, probablement que ça va être la même chose. Difficile à voir. Je peux juste te dire que l'année prochaine, je vais faire ce que je vais faire, mais c'est ça, mais après ça, c'est d'essayer de un peu comme avec les défis qu'on vient de parler, de me renouveler quand même à travers tout ça, puis d'essayer d'évoluer dans la photographie. Puis après ça, moi, je me laisse porter par le flot de la vie et de la nature, puis ça m'amènera où ça m'amènera. Et toi? C'est une belle approche. Je sais pas, je trouve que c'est une grosse question parce que quand je me suis lancé il y a 5 ans justement en photo à temps plein, j'en avais pas vraiment de plan. Puis est-ce que j'en ai un 5 ans plus tard? Pas vraiment. Puis ça va peut-être, je dis ça de façon très très humble, mais tout ce que j'avais en tête, que je voulais réaliser, d'un point de vue, mettons, plus métier puis travail, la galerie, la boutique, je l'ai pour l'instant. Fait que ça, je suis vraiment, vraiment content. Puis j'ai mis, je pense, le travail nécessaire pour arriver là. Mais on dirait que là, dans les 5 prochaines années, à part continuer de pousser mon art puis apporter la nature dans la maison des gens puis dans leur quotidien, je sais pas quels sont mes autres objectifs à part continuer. Moi, ma question est plus, l'industrie, elle va être où dans 5-10 ans? Ouais. Ça, c'est vraiment, tu sais... Puis on n'a pas forcément besoin de discuter de ça, mais c'est plus ça ma question dans ma tête que moi, je vais être où dans 5-10 ans parce que j'ai l'impression que c'est l'industrie qui va dicter un peu ce que moi, je vais faire dans ces années-là. Ouais.
c'est peut-être trop songé puis trop pensé, mais je pense vraiment quand même que c'est ça qui va se passer avec l'IA et tout, là. Ben, c'est sûr que c'est un enjeu, puis déjà, on le voit beaucoup présentement. Là. Tu fais juste ouvrir ton feed Facebook, puis Ouais. c'est plus la même chose qu'il y a même juste 1 an. Là. Mhm. Fait que c'est sûr que ça... Encore là, ça évolue, tu sais, puis ça va être quoi l'importance de la photo dans 10 ans? On Ouais. sait pas trop, là. Ou la vraie photo, peut-être que ça va avoir un effet inverse, tu sais, puis il va y avoir on va apprécier de plus en plus les photos qui sont authentiques aussi. Ouais. Ça va peut-être jouer en faveur des photographes aussi, on sait pas. Mhm. Ben, J'essaie d'être optimiste. ouais, mais j'allais justement dire, parce que là, c'est déprimant un peu. Ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est que d'un point de vue plus optimiste, je pense pas que la photo va disparaître du tout. Non, Il va toujours clairement avoir pas. un besoin pour ça. Ouais. La nature, j'allais dire, elle va pas disparaître, mais malheureusement, à certains endroits, elle disparaît tranquillement. Fait que je trouve que notre métier a d'autant plus d'importance de mettre en valeur ce qui nous reste, puis de le protéger. Puis moi, c'est un peu ça ma mission avec la photo. Fait que, tu sais, si j'ai un but à atteindre pour les 5-10 prochaines années, c'est de sensibiliser le plus de monde possible à aller dehors, profiter de ce qu'on a, protégez-le, puis faites-en attention finalement. Tu sais. Ouais. Ah, ça, c'est une belle fin. C'est une pas pire fin. Ouais, c'est une pas pire fin. De C'est toute bon, façon, j'ai rappé les questions, man. On a tout fait le tour des questions qui avaient été posées. Super. Par contre, si vous en avez d'autres, écrivez-les oui. dans les commentaires. Exact. On va essayer soit les intégrer à certains épisodes qui s'y rattachent ou ben faire un autre Q&A comme on vient de faire. Yes. Merci. Yes. Merci à tous.